te bases sur quoi pour dire que t'as telle étiquette? Sur ce que les gens te disent? Par exemple, moi, une de mes grosses étiquettes, c'est Otaku. Suits a été la série la plus regardée en 2023. Sur toi, tu dirais que ta meilleure série pour toi, c'est Suits. Ouais. Moi, c'est... Toi, t'assumes. Ouais. C'est pas une série d'avocats, c'est une série de psychologie sociale. C'est une série qui te permet de comprendre les relations entre les êtres humains. Pour ceux qui ne savent pas, à la base, moi, mon rêve, c'est avocat. Moi, si je devais recommander quelqu'un, chaque fois je dis aux gens, regarde juste le premier épisode. ChatGPT a dit que ce ne sera jamais classé comme une série classique parce que en termes de réalisation, quelqu'un qui a 3 semaines ne voyait pas l'utilité de ChatGPT. Maintenant, chaque 5 minutes. Alors, épisode spécial, tant attendu. Oh. Exactly. Oh oui, mon ami. Ah là 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 là. Enfin. L'épisode tant attendu. Tant attendu, tant espéré. Sur l'une des meilleures séries de tous les temps. La meilleure série de tous les temps. Tu dirais la meilleure série, toi? Ah oui, moi je parle dans vos histoires de... De classement? Non, si, mais justement, c'est là. Mais je veux dire, vous allez mettre vos histoires de Game of Thrones, de machin, tout ça. Intéressant, j'aime bien tes compétitions. Toi, tu dirais que ta meilleure série pour toi, c'est Suits. Ouais. Moi, c'est... Toi, t'assumes. Ouais. Et c'est marrant parce qu'en plus, tout à l'heure, avant qu'on commence, tu disais que quand tu regardais Suits, en plus, tu pensais que tu avais trouvé une pépite. Tu pensais être un connaisseur. Ouais, je pensais être un connaisseur. Je sais plus si c'était... j'hésite toujours entre... En général, c'est soit Julien, soit Amaury qui me donne un petit lien, là. Voilà. Je suis tombé dessus et... en fait, j'avais jamais entendu parler. Ouais. Et quand je regardais, personne m'a jamais parlé de la série. Voilà. Et je ne voyais pas de gens en parler sur les réseaux. Okay. Contrairement à Game of Thrones. Oui, non, c'est clair. Il n'y a pas autant d'événements sur les sorties d'épisodes. Donc, je me suis dit, c'est une petite série américaine, là. Je vais suivre ça sur le côté. Ouais. Et c'est vraiment que beaucoup plus tard, je crois que j'avais même déjà fini, quand je disais aux gens, ma série préférée, c'est Suits. Je sais pas si tu connais, etc. Et j'avais beaucoup de... gens, oui, je connais. Et je dis, mais en fait, parce que je suis même pas sûr que ça passait en France. Non, c'était très US. Je pense que c'est beaucoup sur les sites de streaming que tu le voyais. Ouais, c'est passé à la télé en France aussi. Moi, je sais qu'à un moment, j'ai découvert sur la télé, moi. C'est bon, comme d'hab, ma mère, la référence en tant que de série, j'ai regardé ça et ouais, ma mère a toutes les séries sur Terre, je pense, et surtout policières, donc je peux te dire que Suits, ça n'a pas manqué. Et pour ceux qui ne savent pas, à la base, moi, mon rêve, c'était avocat. Quand j'étais petit, c'était ça que je voulais être. Jusqu'au lycée, je voulais être avocat. C'était ma vocation. Je crois que tu l'as déjà dit une fois. Oui, mais c'était mon rêve absolu. J'avais même choisi la fac à laquelle j'allais, Dauphine, pour ça. Je voulais après... Non, j'avais un plan, être juriste, nanana. Et qu'est-ce qui a pas marché? Non, qu'est-ce qui a marché? Ça, c'est là, il faut remercier mon père. Quand il a entendu que c'était mon rêve, il m'a fait faire mon stage de première. Ah oui, c'est ça. Dans un cabinet d'avocat. Et donc, c'est là où j'ai compris qu'en fait, ce que je voyais, c'était la version théâtralisée américaine. Mais dans la réalité d'un avocat, surtout dans le système français, c'est énormément d'écrit. Il n'y a rien quasiment que tu dis. Tu fais que tout écrire. Et moi, j'aime pas écrire. Donc, autant te dire que ça m'a refroidi. D'ailleurs, j'ai fait tu croyais que tu allais venir faire des ouais. envolées. Et puis moi, ce que j'aime bien dans le côté avocat, et dans Suits, ça ressort beaucoup, d'ailleurs, c'est pour laquelle j'aime beaucoup cette série, c'est le côté enquête avant et le côté interprétation des lois qui permet de défendre ou appuyer un point. Oui. Donc c'est vraiment... tu joues avec les interprétations, tu tournes les choses à ta manière. Avec la procédure, avec la manière de faire les choses. Et ça a toujours été un truc qui, je pense, est passionnant pour beaucoup de gens. Bon, les gens te diront toujours, les avocats te disent « Ouais, mais Suits, c'est pas ça la vraie vie. » J'ai dit « Écoutez les gars, nous, c'est ça que nous, on aime. Si c'est ça, votre métier, c'est pas ça. C'est ça, nous, on mange. C'est ça, nous, on aime. Donc, tous les avocats qui nous regardent, asseyez-vous, regardez comme nous, kiffez. Ça doit pas être facile, je pense, pour eux, parce que de se dire « Non, mais dans la vraie vie... » Ça faisait longtemps qu'on voulait faire cet épisode. Exactement. Suits, je pense qu'on en a parlé plusieurs fois. Ouais. Je suis même pas sûr que ça soit le dernier épisode sur ce sujet. Oui, on va en refaire. Il y a tellement d'angles possibles. Ouais.
En plus, ce monsieur-là, il s'est retapé 4 saisons d'un coup pour se préparer. Je suis à la 5, là. 5e. J'ai tout repris. Donc, J'ai tout repris. Donc, soyez patients, c'est moi qui ai demandé à Kaï d'attendre parce que je voulais absolument re-regarder. Donc, pour les gens de la tribu, d'ailleurs, j'ai prévu un petit cadeau. Ah, une petite fiche. Tu sais, toujours. GPT. Tu sais, et juste pour ceux qui ont rejoint la tribu SOA, je t'ai envoyé la liste de mes épisodes préférés de Suits. Et j'ai fait un travail alors je savais pas que c'est un truc de ouf, mais ma compagne m'a fait remarquer que c'est quand même particulier. Tu sais, t'as remarqué que quand moi je regarde une série, je note les passages que j'ai préférés dans chaque épisode. Ouais. Donc je vais aussi partager aux gens qui souhaitent savoir quels sont les moments qui m'ont marqué le plus. Ah oui, parce que tu m'as envoyé une liste, mais. Oui. C'était un peu. T'as pas eu le temps? Elle était un peu longue, quoi. Mais pour ceux qui ne savent pas, c'est quoi Suits? Parce que on parle comme si tout le monde a regardé. Vas-y. Je veux quand même que vous sachiez que Suits a été la série la plus regardée en 2023. C'est pour ça que peut-être que tu as eu ce sentiment que beaucoup de gens l'ont regardé. Ça a même dépassé NCIS ou Grey's Anatomy. En 2023? En 2023, 57,6. C'est là. Non, c'est déjà fini. Donc c'est pour te dire. En fait, je trouve qu'il explique aussi que. Il y a Netflix qui a repris. Ouais. Et sur Netflix, Suits a fait 57 milliards de minutes de streaming en 2023, alors que Grey's Anatomy, c'est 35 ou 40. C'est pas si tu te rends compte. Alors que pour moi, sur Netflix, c'était déjà. Enfin, c'était du réchauffé. C'est déjà fini. Nous, on avait déjà fini ça il y a longtemps. Mais Netflix l'a mis quand c'était déjà fini. Mais ce que tu regardes, c'est que même House of Cards, ça a dominé, plus même que House of Cards, le catalogue de Netflix. Aujourd'hui, c'est une série qui regarde le plus maintenant sur Netflix qu'à maintenant. Donc c'est clair que, pour ceux qui ne savent pas et qui voudraient se poser la question, t'as raison de dire que c'est une série majeure. J'ai demandé à ChatGPT si jamais c'est la moitié un classique. Il a dit non, que bon, c'est clair que la performance... Classique! ChatGPT ment. C'est un classique. Ne lis même pas la suite. Ne lis même pas, non. Mais après, le raisonnement est valide. On va se dire que sur la performance et la popularité, c'est clairement une des séries les plus populaires de notre décennie. Il faut le dire. Il n'y a pas de honte à le dire. Factuellement, chiffré, c'est vrai. En fait, ça me surprend, en fait. Énormément, parce que... Mais moi, tu sais, quand j'ai regardé, je me suis dit, ah ouais, quand même. Tu vois, il n'y a pas de meurtre, il n'y a pas de... Tu vois, en général... Il n'y a pas de drama, ouais. Il n'y a pas de police, il n'y a pas de... Tu vois. Il y a quand même de l'amour, il y a quand même des histoires. Mais tu sais, moi, je pense que Suits, c'est pas une série d'avocats. Allez, on est d'accord. Non, en fait, Suits, c'est vraiment une série... Non, ça va plus loin. Pour moi, c'est pas une série d'avocats, c'est une série de psychologie sociale. C'est une série qui te permet de comprendre les relations entre les êtres humains. Très vrai. Tu vois, ce qui crée des tensions, ce qui crée de l'amour, de la haine, de la trahison. Et en fait, finalement, tu regardes, c'est pas une série qui est construite avec des super-héros. Exactement. Ça a été souvent comparé à des séries dans la pub, etc. Comme Mad Men, ouais. Comme Mad Men. C'était beaucoup comparé à Mad Men, c'est vrai. Pour moi, ça va plus loin parce qu'en fait, le réalisateur, les producteurs prennent le temps de te décrire le parcours, l'évolution psychologique de tous les personnages. Tu connais toute leur enfance, donc tu connais leur trauma, donc tu sais ce qui crée en fait... ce qui les anime, ce qui les trigger. Et donc en fait, là, tu regardes pas une équipe, tu regardes vraiment une famille. T'as même l'impression que c'est ta famille parce que tu sais comment il va réagir. Ça, c'est vrai que ça, c'est très... Il y a très peu de séries où à chaque truc tu dis oh putain, pas... non, ça il va... Ouais. Tu vois déjà... Quand l'autre fait un truc, il dit mon ami, ça va pas passer. Dès qu'Harvey va la prendre, c'est fini. C'est fini, exactement. Mais c'est fini. Et là où tu as raison, c'est un très bon point pour moi. Ce qui fait une vraie série, c'est... Je pense qu'il y avait un nom pour ça, mais je sais plus. C'est le fait que tu dis ça devient partie de ta vie. Tu sais, il y a beaucoup de gens qui disent, par exemple, quand ils ont regardé... Ma mère disait quand ils regardaient Dallas... Que, en fait, limite, les personnages évoluaient. T'as des gens qui ont grandi avec toi, qui étaient des enfants, qui deviennent des adultes. Ça devient partie de ta famille. Donc, tu sais comment ils vont réagir, tu sais c'est quoi leur truc. Et donc, beaucoup dans les telenovelas, il y avait ce truc justement qui est très connu de dire il faut être capable d'être un minimum, les caractères doivent être suffisamment profonds, mais prédictibles. Pour que les gens sachent à peu près vers où ça va aller. Mais ça, c'est des armées de scénaristes. Hein. Il n'y a pas de secret. Mais peut-être le pitch pour ceux qui n'ont jamais vu, en 2-3 mots, c'est donc Suits, c'est une série qui se passe essentiellement dans un cabinet d'avocats à New York, qui change souvent de nom selon qui prend le pouvoir. Oh, shade, c'est vrai. On va dire personne, elle reste. Et en fait, le pitch, moi, si je devais recommander quelqu'un, chaque fois je dis aux gens, regarde juste le premier épisode. C'est ça que tu fais. Moi, je sais qu'après... Tu penses que le premier suffit? Quoique, non, j'ai des amis qui m'ont dit, c'est au 4e, 5e qu'ils ont accroché. Mais je peux vous raconter le premier pour que vous compreniez. En fait, donc, c'est un cabinet d'avocats high level, c'est-à-dire que
si t'as pas fait Harvard, tu rentres pas là-bas. Ça commence comme ça. C'est ça le premier gros critère. Et tu as ce personnage charismatique, Harvey Specter, qui est the best closer in New York, donc celui qui est le meilleur avocat de la ville. Et sa patronne l'oblige à recruter ils appellent ça associate. Ouais. Je sais pas si c'est pas stagiaire. C'est un junior. En audit, c'est un junior. C'est un junior. Un junior, c'est obligatoire et lui, il veut pas parce qu'il vient de devenir associé. Voilà. Donc tu peux pas être un senior partner, un associé majeur et ne pas avoir quelqu'un que toi tu formes. Exactement, ouais. Ça fait partie de la règle, c'est ce qu'elle lui rappelle. C'est la règle. Tu dois prendre un junior. Et donc, il fait, je sais pas, une 50aine d'entretiens. Et il tombe sur ce gars, Mike Ross. Qui lui tombe dessus. Ouais, c'est plutôt lui qui lui tombe dessus. Et alors, ce gars-là, c'est particulier. Bon, ça reste Hollywood. Hein, parce que ce gars-là, en fait, il se trouve un peu par hasard sur les lieux de l'entretien. Il passe quand même l'entretien. Il se trouve qu'il n'a jamais eu de diplôme chez Harvard. Mais il se trouve également qu'il connaît le droit par cœur. Voilà. Il a une mémoire photographique. Voilà. C'est ça le pitch de l'histoire. C'est ça. Et d'ailleurs, la mémoire photographique, c'est super intéressant parce que tu vois à quel point la mémoire est un super pouvoir. On n'en parle pas assez, mais je pense que ce soit dans le milieu de travail ou autre, la différence de mémoire entre les personnes peut vraiment jouer dans la performance. Ouais. Et donc, ça commence comme ça. Et après plusieurs hésitations, ils donnent la chose et ça devient leur secret. Et c'est pour ça que vous voyez ces deux gars sur la couverture de la première saison. Ouais. Et voilà, quoi. La bromance commence. Ouais, et surtout, moi, ce que je dis souvent aux gens, moi, c'est toi, tu te dis premier épisode. Ouais. Moi, je leur dis souvent d'arriver à l'épisode 8. Tu sais pourquoi ? Parce que de mon expérience, ce qui fait que les gens restent accrochés à Suits, c'est pas ces deux-là. C'est pas les deux persos. Je pense qu'on peut citer d'autres persos similaires dans d'autres séries. Ouais. Mais en fait, c'est les autres personnages à côté, notamment les trois autres. Jessica Pearson. Au passage, c'est mon personnage préféré. Ah, tiens. Je préfère Jessica de très loin à tout le monde dans c'est marrant. De très loin. D'ailleurs, ça se voit dans les shorts que je choisis, c'est quasiment que elle. Jessica Pearson. On peut s'arrêter sur chaque personne. Ou bien tu veux les citer. Non, juste d'abord. Jessica Pearson, Donna. D'ailleurs, la plupart des meufs disent que leur personnage préféré. Non, Donna, elle est incroyable. Incroyable. Donna et Lois Litt. Lois Litt. Qui est... En fait, pour moi, c'est ça, les 5. Ouais, c'est les 5. Mais, qui font vraiment la série. Donc, je recommande aux gens... Parce qu'en fait, avant l'épisode 8, si tu regardes bien, tu les vois pas trop les autres. Notamment, Louis, tu le vois que à l'épisode 1, 2. Tu vois plus trop après. Exactement. Donna, tu la vois vite fait aussi. L'épisode 8, où vraiment tu non, mais Donna, au premier épisode, tu la sens. Mais elle fait juste une petite blague. Non, mais c'est elle qui fait le filtre. Exactement. Pour les entretiens. Ouais. Et elle voit que Mike Ross, en fait, il est différent. Elle l'envoie en entretien alors qu'elle sait très bien, tu vois, que... Ouais. Et donc, tu sens qu'elle aussi, elle est différente. Rien à voir. Parce que les gens différents se reconnaissent, tu vois. Ça, c'est un très bon point dans Suits, d'ailleurs. Donc, mais pour avoir, tu sais, quand tu es à fond sur une série, tu vas jusqu'à lire les à côté, lire les interviews. Et en fait, ce que les producteurs disent, c'est que effectivement, c'était pas prévu de base, mais ils se sont rendus compte que les personnages qui devaient être secondaires, en fait, étaient ceux qui avaient retenu le public. Exactement. Donc, ils l'ont dit, hein. Ouais, c'est-à-dire qu'ils ont capté l'attention quand même avec Harvey. Ouais. Tu vois, le côté mal dominant, mal alpha, bien sapé, il gagne, etc. Mais en fait, c'est les personnages qui ont fait que... Et donc, à partir de la saison 2, ils vont maintenant développer... Exactement. Mais ces personnages-là n'avaient pas ce destin de devenir aussi important. Ouais. Et ils ont réussi quand même à faire monter comme ça ces 5 personnages, voire plus, parce qu'à chaque saison... Il y a d'autres personnages passionnants qui arrivent. D'autres personnages passionnants, des ennemis, etc. Ouais. Donc moi, je dirais que c'est ça que je pense qui est vraiment la particularité, que tu as raison. C'est marrant que ce que tu as dit d'ailleurs est important, parce que pour moi, beaucoup de gens regardent des séries juste pour se vider l'esprit. Et se divertir. Ouais. Toi, tu regardes des séries pour ça ou tu regardes pourquoi des séries? C'est peut-être ça aussi. Non. Pas du... je pense que c'est ça aussi qui fait qu'on aime beaucoup cette série. Oui, mais c'est pour ça que moi, je te dis dès l'épisode 1, parce que, en fait, je trouve que sans jouer le rabat-joie, les séries bouffent beaucoup de temps. Ça, c'est vrai. Beaucoup de gens ne regardent pas des séries à cause de ça. Et moi, j'ai un truc, que ça soit dans le cinéma, série, je déteste vraiment quand je suis déçu par la fin de quelque chose. Ah, bon, t'es comme ça, toi, je savais pas. Quand je suis au cinéma quand je suis au cinéma et que
tu vois, chaque fois, je dis, si c'est fini là, ça m'énerve. Ça m'énerve. Ah, déjà. Tu vois, par exemple, j'aime pas, à la fin d'un film, peut-être que des gens vont comprendre ce que je dis, j'aime pas quand la fin, c'est juste on a tué le méchant. Et rien d'autre. Ouais, non, j'ai besoin de voir sa chute. Tu vois, j'ai besoin de voir qu'il perd, tu vois. Ok, mais venir lui mettre une balle. Bof, ouais, ça, on n'a pas besoin de ça. Après tout ce qu'il a fait. Non, c'est trop facile. C'est trop facile. Ah, donc, j'aime pas ça. Donc, du coup, tu vois, j'ai été vacciné par Prison Break. Par exemple, Prison Break, tout le monde a dit Prison Break, mais j'ai l'impression d'être le seul à avoir été au bout du bout. Ils sont partis au Mexique, dans une prison au Mexique. J'ai tout suivi. Ah, t'es jusqu'au bout? Ouais. Alors que les gens disent non, après saison 2, j'ai arrêté. Je dis, mais comment? Moi, je peux pas arrêter. Tu es engagé, toi, tu vas jusqu'au bout. Je suis engagé, tu vois. C'est bien ça. Mais donc, du coup, je vais choisir. Après, avec le temps, tu vas vraiment regarder un truc qui. Soit, bon, moi, c'est inspiré de faits réels, donc Pablo Escobar, un truc comme ça. Narcos. Voilà. Ou soit, ça va être un truc, effectivement, j'avais peut-être pas mis les mots dessus, mais un truc qui va comment dire, tu vas créer une connexion, mais avec des réelle, en fait. Avec des choses qui se passent là. Avec des choses qui se passent à l'intérieur, tu vois. Tu vois, donc, tu vois, par exemple, je vais avoir du mal à suivre très longtemps un truc trop fictionnel, mais là, tu vois, une série où les gars n'ont pas de super pouvoir, ils sortent pas leur flingue chaque 2 secondes, etc. Je sais que c'est pas inspiré de faits réels, mais I can relate. Comme plus facilement, je vois ce que tu veux dire. Non, mais c'est un peu ça. C'est intéressant ce que tu dis là parce que je me rends compte que je dois faire une confession en tant que geek de série. Toi, c'est pour te vider l'esprit. Non, pas du tout. Non. C'est intéressant, mais une confession à faire que je me rends compte que je n'ai jamais fait. Enfin, c'est maintenant que tu le dis que je me rends compte. Avec toute ma passion pour les séries, je n'ai jamais regardé Prison Break. Même pas un épisode. Ah ouais, alors que c'est. Mais alors que c'est un classique. Là, ouvert la voie. T'as regardé 24 heures. Non. Ni Jack Bauer ni Lost. Jamais regardé un épisode. Ah ouais. Les 3, je sais exactement pourquoi, mais c'est les 3 séries. Parce que tout le monde en parlait. Tu sais que le snob en moi ne pouvait pas accepter de. Non, mais et vraiment, c'est un peu ça que ça m'a fait avec Goat, par contre. Ah, Game of Thrones, toi aussi? Du coup, t'as jamais regardé comme ça? Non. Tu vois, c'est la même chose. Franchement, je dois assumer. Et des fois, j'ai un peu honte. Des fois, je me dis, mais en fait, ce qui me sauve à chaque fois sur Lost et Prison Break, c'est ce que tu dis, la fin. Tous mes potes qui sont des vrais cinéphiles comme toi, comme Guillaume, par exemple, il était outré sur la fin. Quand je dis outré, les gens étaient énervés. Genre, j'ai dit, ah ouais, non, moi, je peux pas assumer ça. Et par contre, j'ai des potes comme, du coup, Abdul, qui se reconnaîtra. Lui, il est le premier sur toutes les séries. Une série sort, il est dedans. Saison 1, il te dit déjà, c'est incroyable. Et lui, il va aller jusqu'au bout et il va dire, ouais, bon, ouais. Il est dedans, tu vois. Mais le pire, c'est quand les séries... Bon, Sut aussi l'a fait, mais quand les séries commencent à... Tu sais, vers la saison 4, 5, ils commencent à se montrer la vie qu'il avait avant pour justifier une action. Là, c'est quand ils ont plus d'aspiration. Ils sont un peu à sec. Alors que Sut le fait dès la saison 2. Ça commence à faire des flashbacks. Mais Lost, par exemple, il faisait que ça. Mais Lost, c'était d'une incohérence. Incroyable. C'est-à-dire que pendant 7 épisodes, il y a un gars dans l'île qu'ils ont découvert, etc. Et puis tout d'un coup, on n'en parle plus. Non. Bon, je sais pas, on parle d'autre chose, tu vois, il y a un autre problème. Je dis, mais et notre gars sur qui on a investi une heure de notre vie, là. Moi, ce que je dis souvent, non, foutaise. Par contre, c'est ça, moi, ce que je dis beaucoup sur les séries, c'est que moi, j'aime investir dans les séries. C'est comme les livres pour moi. C'est que si je le regarde, c'est que j'ai une conviction que peut-être j'avais envie de le re-regarder. Ah, ouais, d'accord. Et c'est d'ailleurs ma barre sur un film ou une série. Moi, ma barre de jugement, c'est est-ce que quand j'ai fini de le regarder, je me dis, il faut que je re-regarde un jour. Non, moi, c'est pas systématique. Moi, je pense que je suis attaché, c'est les personnages. Par exemple, je sais pas si tu as regardé Blacklist. Oui, Reddington, oui, bien sûr. Reddington, je suis pas sûr que je regardais. Mais le personnage est quelque chose. Ça, c'est vrai que tu as raison. Là, pour le coup, moi, les personnages, ça me marque. Moi, vraiment, Blacklist, je recommande jamais à personne parce que pour moi, c'est que le personnage. Mais tu vois, moi, j'ai la chance, comme Amaury me connaît. C'est lui qui a recommandé. Et t'as dit, tu as aimé ce gars. Voilà, tu vois. Donc, là, c'est tout droit. Amaury, tu connais. Non, mais Amaury, en plus, c'est vraiment mon gars. Parce qu'en plus, des fois, il m'envoie des petits extraits aussi de manga et tu me dis, regarde ça et tout. Non, c'est trop mon gars. Il connaît les bonnes choses, Amaury. Vraiment, mais attends, revenons à Sut. Excuse-moi, c'est oublié. Toi, tu dis Jessica Person. Oh, by far. En fait. Far. Non, mais quand je te dis by far, en plus, c'est ouf parce qu'il y a quelques séries comme ça où ça m'a rassuré sur le fait que j'aime beaucoup les séries où ils réussissent que j'aime quelqu'un pas pour qui elle est. Jessica Person, en fait, c'est pas le fait qu'elle soit noire ou le fait qu'elle soit une femme qui fait que je l'aime, mais c'est ce qu'elle en fait.
Et l'exemple le plus proche que j'ai, c'est aussi mon autre personnage préféré dans une autre série, c'est Lagertha dans Viking. C'est des femmes qui m'ont redonné espoir aux femmes. Je sais pas comment te dire ça autrement. J'ai dit non, en fait, non, tu peux être une go et envoyer quand même du steak comme personne. Parce que Jessica Personne, ce que j'aime beaucoup avec elle, c'est qu'elle a réussi à être féminine. Vraiment, parce que pour le coup, ultra féminine. Et d'ailleurs, la moitié du temps, t'as des blagues de Harvey qui essaie de la draguer rapido, ou bien elle l'envoie bouler. Non, mais en fait, à un moment, non, mais. Taquinerie, mais en fait, ce truc qu'ils ont, Harvey réussit à la respecter sans lui retirer sa féminité. Je sais pas comment t'expliquer. Dans beaucoup de séries, et d'ailleurs, c'est ce que moi, j'aimais pas du tout dans la relation avec Harvey et Donna, c'est que Donna, c'est comme sa mère pendant beaucoup de moments. T'as l'impression. Il y a 2-3 fois où ils se font des petites blagues un peu... Tu sens que ça reste un homme qui parle à une femme. Mais avec Harvey et Jessica, il n'y a aucun moment où tu sens que... Alors que Jessica, c'est quand même celle qui l'a formé, qui a investi sur lui. Il y a toujours cette proximité d'homme à femme. Et je trouve que c'est beaucoup, d'ailleurs, grâce à Jessica, qui rappelle souvent à Harvey... Tu restes un petit gars, en fait. Tu fais le malin, t'es une star pour tout le monde, là. Mais moi, je vois le petit garçon derrière. Et je trouve ça incroyable. Franchement, et ce qui est beau avec Jessica Personne, en plus, c'est... le côté où elle apprend de ses erreurs. Moi, c'est ce que j'aime beaucoup. Que Harvey, par contre, a beaucoup plus de mal à faire. Harvey, vraiment, apprend pas de ses erreurs. Il fait les mêmes conneries de saison après saison. À un moment, ça s'améliore, Dieu merci, à force. Mais Jessica, tu la vois en live, vraiment, elle fait une erreur une fois. Elle se reprend peut-être la fois d'après. Sur la même personne, elle va pas faire la même erreur. Et ça, je trouve que c'était beau. Et puis surtout, un autre truc, j'avoue, bon, c'est très personnel. Il y a très peu de leaders, je trouve, dans les séries qui donne des secondes chances aux gens. Jessica est vraiment la personne qui sait te donner une seconde chance, mais en fait, elle sait ce que moi, j'ai peut-être plus de mal à faire. Je suis quelqu'un qui croit beaucoup aux gens en qui je crois, mais j'ai beaucoup de mal à mettre des limites quand je crois aux gens. Alors dire, je te crois, mais ça, si tu dépasses ça, c'est game over. Mais en fait, tu sais, là, ce que tu décris là, c'est peut-être pour ça que tu aimes ce personnage. C'est... En fait, si tu veux comprendre ce qu'est la culture d'entreprise, il faut regarder Suits. Ouais, clairement. Parce qu'en fait, dans Suits, tu as un leadership, tu as Jessica, effectivement, qui fait en sorte que chaque personne sait exactement quel est le comportement attendu et qu'est-ce qu'on n'acceptera pas. Exactement. Tu vois et c'est clair. C'est clair, Elle le rappe. Et tous les autres, même les autres le rappellent et disent non, Jessica, tu peux pas lui faire ça. Exactement. Ça passera jamais. Exactement. Et donc, moi, j'irai pas jusqu'à la mettre. Je pense que elle rentrerait même pas dans mon top 3 des persos, des personnages. C'est ouf, alors que moi je l'adore. Mais je pense que mais déjà d'un point de vue temps d'écran, je pense qu'on la voit pas tant que ça. Je trouve peut-être selon les saisons. Non, il y a des saisons où il y a les guerres, là, tu sens qu'elle sort. Mais justement, je trouve que c'est bien joué parce que c'est pas pareil, encore une fois, on dit leçon business. Si tu veux comprendre c'est quoi un CEO, regarde Suits et regarde Jessica Personne. C'est pas la star. Non. C'est pas elle qui fait tous les deals, tu vois. Elle pas micromanaging. Voilà, la star, c'est le joueur. Exactement. Tu vois, c'est le A-player, c'est Harvey. Tu vois, et donc elle est là et elle intervient, tu vois, quand il faut. Pour la boîte. Et elle a vraiment ce côté du leadership où elle est vraiment la personne qui sait rappeler, au-delà des intérêts individuels, ce qu'il faut pour la boîte, pour l'équipe. Exactement. Ça, t'as raison. Ça, c'est vraiment un truc, moi, qui m'émeut beaucoup. Parce que je trouve qu'il y a très peu de leaders. J'ai beaucoup de séries que j'aime beaucoup, mais il y a très peu ça. D'ailleurs, le seul leader que j'ai qui a le même truc, qui est dans l'autre série, qui pour moi est comparable à Suits, c'est Walking Dead. J'ai pas vu. Il faut que tu regardes, frère. Si tu veux ce que c'est que l'être humain et les relations sociales, quand la société n'existe plus, The Walking Dead. Oublie les zombies. Les zombies font que beaucoup de gens ont du mal à regarder. Mais mon ami, pour moi, c'est top 3, c'est ça. C'est Suits, Walking Dead et This Is Us. Ah ouais, This Is Us, c'est un film, ça. Non, c'est une série, mec. Ah oui, la série, oui. Fantastique, mon ami, fais attention. Ça, il faut que tu regardes un jour. Je t'ai dit, la série qui a dit, non, être papa, Jack Pearson m'a dit, il faut que je sois papa un jour. Ça. Non, c'est... Ça, c'est mon top 3 cadeau que je donne pour vous. J'ai vu le premier, non, il faut que tu regardes, mec. Ça, c'est... Pour moi, et du coup, t'as raison, parce que là, tu m'aides, même quand je te parle, je me rendais pas compte que ce côté prioriser le groupe avant les individus. Elle c'est ça, elle dit toujours my firm. My firm, exactly, my firm. Elle, son obsession, c'est la firme, tu vois. C'est-à-dire que même si entre, je sais pas, aider Harvey, agir sur un truc, et les intérêts de la firme, elle s'en fout d'Harvey, c'est la firme. La firme, ouais. Et même si des fois, elle-même, elle n'est pas d'accord. T'as plein de fois. D'ailleurs, c'est ce qui est
moi, je trouve une de ses plus belles leçons, c'est que des fois, la firme lui fait du mal à elle. Oui, mais quand c'est la femme, elle est cold, tu vois. Ouais. Là, c'est pour la femme. Est-ce que j'aime bien? J'aime bien comment ton anglais glisse depuis tout à l'heure, là. Tu rappelles aux gens. C'est à force de regarder. À force de regarder. Non, mais ça, je dis aux gens, ne regardez pas Suits en français, s'il vous plaît, regardez-le en anglais. Améliorez votre anglais. C'est dur. Non, s'il vous plaît, non, dites-leur. Non, je sais que c'est pas facile. Mais alors, ceux qui vont nous dire oui, mais on comprend pas les éléments dans les discussions dans le tribunal, on s'en fout. C'est pas le plus important. Franchement. Honnêtement, tu te souviens pas des affaires. Et c'est pas trop technique, en vrai, franchement. Dans les affaires, c'est plus le swag, le truc, il a gagné, etc. C'est pas ça que tu vas retenir, parce qu'il y a une affaire par épisode, donc tu peux pas. Bon, des fois, ça dure sur plusieurs épisodes quand même, respecte. Oui. C'est pas Dr House quand même. Faut pas que les gens pensent. C'est pas Reddington. Voilà. mais tu vois, il y a quand je pense à Jessica, je pense également à justement dans cette définition du CEO. Une phrase que m'avait dit, c'est Paul Arietna, que j'espère qu'on aura. Pour ceux qui ne savent pas, CEO de EcoBank. Oui. EcoBank disait qu'en tant que CEO, tu ne dois pas tout faire, mais tu dois tout savoir. Ah, ça c'est vrai, putain. Et Jessica, c'est tout. Et Jessica, c'est ça. C'est-à-dire, même quand tu penses qu'elle ne sait pas, elle sait. Elle a son système d'information où elle sait. Ça c'est vrai. Et elle n'a pas besoin de tout faire. Ça, c'est vrai. Ça, c'est une très belle phrase. Tu ne dois pas tout faire, mais tu dois tout savoir. Ouais, tu ne dois pas tout faire, tu dois tout savoir, par contre. Et donc, tu dois travailler sur ton système d'information. Donc, il peut être informatique, tu peux avoir des relais dans la structure, tu as tes bras droits, tu as tes gens sur lesquels, d'ailleurs, on le voit, c'est pour ça que la loyauté est si importante dans le truc. Ouais. Et les gens savent quelles sont les informations qu'il faut lui remonter, sachant que elle a son network aussi à l'extérieur. Qui aussi lui balance de l'info. C'est ça. Ouais. Donc parfois, Hervé galère un peu sur un truc. C'est chaud. On ne sait pas comment il va s'en sortir. Et elle, comme Zorro, elle arrive à ce moment-là. Elle dit, tu pensais que j'allais te laisser planter la ferme comme ça. Oui, et puis des fois, même ce que moi j'ai beaucoup aimé, des fois où elle fait un truc que moi je trouve qui est très dur à faire et que moi j'aimerais beaucoup m'améliorer dessus en tant que leader, c'est elle a une capacité à anticiper les coups. D'ailleurs, dans la série, les autres dirigeants de firme l'appellent le chess master. Hop, re-shalom, re-salam, re-salut. Re-salut. Là, news, annonce importante. On est très, 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 très fiers de vous présenter un nouveau partenaire qui vous sponsorise et vous offre cet épisode, qui est Lemfi ou Lemfi. Lemfi pour les anglophones. Et comme on a coutume de le dire, je pense que vous le savez, on est transparent sur nos stats. Vous êtes nombreux à nous écouter partout dans le monde, de la diaspora, mais également du continent. Exactement. Et un des éléments qui caractérise la relation entre les Africains de la diaspora et du continent, c'est cette connexion financière qu'on a du mal parfois à avoir au niveau des transactions. Et aujourd'hui, on est vraiment heureux d'avoir un sponsor qui résout ce problème et d'une manière assez particulière. Exactement. Donc, Lemfi, si vous ne les connaissiez pas encore, c'est une startup qui est fondée en partie en Corone par un Nigérian. Donc, c'est une startup black-owned qui vient de lever 40 millions. Donc, c'est du solide, qui a fait plus d'1 milliard de transactions. Donc, ça ne va pas s'arrêter demain. 1 million d'users actifs par mois. 1 million de personnes qui utilisent leur service. Vous savez que Moulay aime les chiffres, il doit vous dire, pour ceux qui doutent. Voilà. Donc, vous savez que j'aimerais bien que ce founder nous vienne dans SOA bientôt, mais stay tuned, il arrivera. Mais pour l'instant, aujourd'hui, ils font les transferts sans frais, s'il vous plaît. Très important. Et surtout, ils ont un code promo pour communauté des SOA. Donc, normalement, vous le voyez affiché là, SOA 2025, avec ce code promo. Alors, si je ne dis pas de bêtises, je vais bien regarder pour ne pas me tromper. Exactement. Vous avez droit, pour chaque fois que vous envoyez 50 €, vous avez des cashbacks de 15 €. De 15 €. Et c'est exclusif, ce n'est pas éternel. Profitez-en maintenant. Je sais que tous, vous avez sûrement déjà votre solution de remittance, peut-être que vous avez utilisé ou pas encore, et vous êtes entre plusieurs partenaires. Essayez-les. Franchement, vous n'allez pas être déçus parce qu'ils ont vraiment réussi à faire quelque chose d'instantané, autant mobile money que compte bancaire, ce que j'ai compris. Ouais, c'est ça aussi qu'il faut, il faut vraiment insister là-dessus. C'est-à-dire, vous avez la possibilité d'envoyer directement sur le compte mobile money. Donc, en termes de simplicité, il n'y a pas à envoyer quelqu'un à aller chercher encore. Aller chercher quelque part. Vous pouvez aussi envoyer, si vous préférez, sur le compte bancaire. Mais tout ça, moi, c'est le sans frais qui m'intéresse. Donc, c'est le moment de tester. C'est ça qui m'intéresse. Comme beaucoup d'entre nous, n'ayons pas honte. C'est le moment de tester. Donc, vraiment, on est vraiment heureux.
Très, très fier d'avoir un sponsor de cette nature. Vous savez qu'ici, on soutient les entrepreneurs, on soutient la diaspora et l'entrepreneuriat sur le continent. Donc, si vous voulez, vous aussi, contribuer à simplifier et améliorer vos relations et vos transferts d'argent, écoutez, Lemfi est votre partenaire. Et on attend vos retours. On espère que ça va vraiment vous impressionner autant que nous, ça nous a impressionné quand on voit la société et le service. Donc, utilisez-les maintenant. Profitez du code promo tant que ça dure et profitez du fait que c'est des transferts d'argent sans frais. On attend vos retours. Allez, c'est parti. Ciao. Elle a une capacité à anticiper les coups. D'ailleurs, dans la série, les autres dirigeants de firme l'appellent le chess master. Il appelle la go qui anticipe les coups. Parce que c'est à chaque fois, et comme tu dis, elle sait ce que les gens vont faire et elle les laisse faire et elle anticipe à organiser les choses de façon à ce que la firme s'en sorte toujours, même quand les gens merdent. Mais c'est pour ça que moi, quand je disais elle n'a pas énormément de temps d'écran par rapport aux autres, c'était pas forcément un reproche. Je trouvais ça bien, justement, pour qu'on voit sa valeur quand elle intervient. Bien. Ouais, elle est incroyable. C'est pendant tout le reste, tu vois, Harvey, costume, machin. Petit veston, on est bien là. Et puis Mike qui est là, qui nous pousse dans un truc. Etc. Mais quand ça chauffe, là. C'est qui qu'on va voir? C'est Tanti Jessica. Ça, c'était pour Jessica. Toi, tu dirais que c'est qui ton perso? Les timecodes. Des timecodes. Toi, tu dirais c'est qui est ton perso préféré, toi? S'il ne devait rester qu'un perso. Franchement, ils ont tous une place. Il y a mon personnage préféré, puis il y a le personnage le plus important. Le plus important, on y reviendra, je pense que c'est Donna. Tu penses que c'est le plus important? Ouais, pour cette série. Ok. Ouais, by far. By far, ok, interesting. Ok, j'aurais pas dit ça, mais ok, très bien. Et après, préféré, ça va être la facilité, mais ça va être Harvey quand même. Harvey? Ouais. Tu préfères Harvey? Ouais. C'est ouf, j'aurais pas cru. Non, en fait, là... Je pensais que t'aurais dit Louis. Non, en fait, Louis, par contre, c'est ce qui fait que je vais à la fin de toutes les saisons. Ah ouais? À un moment donné, de saison 4, c'est Louis. C'est le facteur décisif. C'est pour ça que c'est difficile, en fait. Tu vois? Oui, c'est le facteur décisif parce que il vient apporter une certaine légèreté, tu vois, au concept qui, à un moment donné, t'en as besoin. Ouais, t'as besoin que ce soit un peu plus... Au bout de 4-5 saisons... Que tout le monde soit pas tout le temps parfait, que tout le monde soit pas tout le temps... Voilà, exactement. T'as besoin de ça. Il vient créer cet équilibre, tu vois. Et, c'est la personne qu'on adore détester, comme on dit, le méchant qu'on adore détester, ou le gentil qu'on adore. Mais après, le adore devient plus que détester, tu exactement, vois. Ouais. Et tu commences après à comprendre et... Il fait toujours des gaffes, mais, tu vois, mais en même temps, il est tellement smart. Ouais, lui aussi, il est fort. Hein. Donc voilà. Mais tu vois, il y a 1 minute avant la question, je t'aurais dit peut-être Mike. Et après. Non, pas Mike. Non, je sais que t'aimes pas Mike. On va faire Mike après. Personnage. On va faire Mike après. Mais en fait, Harvey, parce que. Ok, vas-y. Intéressant. Si Harvey, aujourd'hui. Harvey, pour moi, c'est la définition du mentor. Ok. Harvey, c'est un mentor parce que il te dit ce qui est attendu de toi. I need it down now. Voilà. Tu vois, mais il te dit pas comment. Il te dit pas comment. Il dit pas comment. Maintenant, si c'est pas ton niveau, il le sera et il va le faire. Mais c'est watch me. Tu vois. Regarde-moi faire parce que la prochaine fois, c'est toi qui dois faire. C'est toi qui vas faire. Tu vois. Ça, et ça, en fait, tu vois, au-delà de l'aspect tu vois, technique, ça demande quand même une intelligence pour quelqu'un qui au départ ne voulait pas de junior. Ouais. Tu vois, c'est comme tu vois, le mentorship, c'est un peu comme la paternité, c'est-à-dire que si tu achètes un puzzle à ton enfant, tu vas le faire une fois avec lui, mais après il faut qu'il y arrive. Il faut qu'il y arrive, tu vois. Après, tu vas acheter un plus grand, un plus compliqué. Tu vas refaire une fois. Mais il n'est pas dans je fais à ta place. Donc, au début, Mike, il est un peu perturbé par ça. Et puis, il prend le pli. Et lui, c'est sa façon de tester les gens. Et finalement, on a fait un épisode sur le mentorship. Oui. Et je trouve qu'il coche les cases. C'est vrai que Mike a un talent de base. Donc, tu n'as plus qu'à le... Mais je pense qu'en tant que leader, on aspire tous finalement à développer le plein potentiel des gens qui nous entourent. D'ailleurs, moi, c'est ma définition du leadership. Ah, intéressant. C'est ta capacité à rendre les gens autour de toi meilleurs.
Tu vois. Et c'est dans ce sens que je trouve que Harvey... C'est vrai qu'il rend les gens meilleurs plus que Jessica le fait. Oui, Jessica, on comprend dans l'histoire qu'elle l'a fait pour Harvey. Exactement. Back in the days. Mais nous, on suit l'histoire de Harvey. Et j'ai le sentiment même que même les autres, même lui, essaie de se dépasser parce qu'il est à côté de Harvey. Tu vois, Donna aussi doit être au top parce que tu es aux côtés d'Harvey. Et je comprends c'est Jordan en fait. Je comprends pourquoi tu dis c'est Jordan. Voilà, lui c'est vraiment Jordan. Pour le coup son personnage, il en parle tout le temps, son genre préféré de Jordan. C'est celui qui élève la barre. Exactement. C'est le bar raiser. Voilà. C'est vraiment le bar raiser. Exactement. C'est pour ça que moi je l'aime bien aussi. Le bar raiser. Et maintenant que tu dis ça, je comprends pourquoi tu préfères Donna, parce que Donna est effectivement la personne qui rend les autres meilleurs par excellence. Ouais. Alors, c'est limite, moi, limite, en fait, Donna, c'est le personnage, j'ai du mal parce que je me dis, c'est pas réel. En fait, je suis d'accord. J'ai plus de mal. C'est la version X, je sais pas combien de ChatGPT. Voilà, en fait, c'est que Donna, d'ailleurs, à un moment, elle fait son IA, d'ailleurs, pour ceux qui sont allés jusqu'à assez loin, c'est que Donna, à un moment, elle fait son IA. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai, tu vois, elle fait rire à l'époque. Elle a fait sa propre IA qui devait être justement de Donna, qui devait faire la même chose pour toi. Et en fait, c'est triste à dire, mais je trouve plus crédible la mémoire photographique de Mike que les capacités de gestion humaine de Donna. Attends, mais là, tu vas tuer mes timecodes. Reste sur Harvey. Pardon. Mais Harvey, du coup, t'as raison sur le rendre meilleur. Le seul truc qui est... Moi, ce que je suis d'accord avec toi, c'est vrai que sur ça, c'est le critère qui le rend exceptionnel. Moi, ce que j'aime beaucoup avec lui, quand même aussi, au-delà du truc, c'est que il a quand même un truc qui est unique, je trouve, Harvey, c'est... Il a en fait, ce qui rend peut-être le fait qu'il soit le héros, c'est le code. Il a un code... qui est très clair et qu'il l'incarne vraiment. Ce qui est très dur, je pense, très souvent pour beaucoup de gens. Et d'ailleurs, dans la série, tous les autres ont du mal à incarner leur code. Même Jessica a du mal à incarner le code. Parce que Jessica est tellement concentrée sur la firme que des fois, ses propres principes, elle passe outre. Alors que lui, bon, c'est un peu too much. D'ailleurs, c'est ça son défaut. C'est que des fois, il est tellement accroché à son code qu'il perd l'intérêt du groupe. Exactement. Et ça va tellement loin, son... Alors, ce qu'on appelle par code, c'est ses valeurs, c'est code de l'honneur, code de la vérité. Ça va tellement loin que ça marche même avec ses ennemis. Oui. C'est-à-dire que s'il a donné sa parole à quelqu'un qu'il n'aime pas, il va la tenir. Exactement. Tu vois, même s'il n'aime pas. You have my word. Tu vois, c'est fini. C'est fini. Et c'est ce qui fait que même d'ailleurs, même les gens avec qui il ne s'entend pas, souvent, il finit par... en faire des alliés. Parce que les autres ont beaucoup plus de mal à faire. Même si avec Travis Tanner, c'était pas le cas. Les gens me diront, mais bon, s'il va jusqu'à assez loin, vous verrez que c'est Mike qui a réussi à appliquer ça. Et là où tu as raison, c'est qu'il a transmis un peu ça à Mike. Mais je suis d'accord sur, si je devais peut-être compléter mon propos avant, un bon mentor, effectivement, tu dis ce qui est attendu de ton protégé. Deux, tu le laisses faire comment. Et surtout, si tu penses que c'est pas de son niveau, tu le fais une fois pour qu'il le voit. Mais surtout, le 3, effectivement, c'est être capable d'expliquer son code. Ouais, c'est l'explication qui est très dure. Harvey est très bon pour expliquer. Mais ça, je trouve que tu l'as plusieurs fois expliqué. Tu as beaucoup travaillé sur cet aspect-là. Moi, oui. Jusqu'à demander aussi aux autres d'expliquer leur code. Exactement. Pour essayer de trouver une harmonie. Exactement. Et c'est pour ça que chez nous, on a mis un user manual, un mode d'emploi de chaque employé. Exactement. Pour que les gens puissent faire ça. Mais c'est très dur. C'est comme quand je demande aux gens de trouver un nom de héros qui les incarne. C'est tellement dur parce que est-ce que les gens même se sont posé la question Donc, est-ce que tu t'es posé la question sur comment est-ce que je fonctionne? Exactement. Tu vois, comment est-ce que j'aime les feedbacks? Voilà. On va dire, comment est-ce que j'aime moi, qu'on je me contacte? préfère plutôt... je préfère plutôt à l'écrit qu'à l'oral. Tu vas faire à l'écrit, la personne est fâchée. C'est ça, exactement. Ou tu vas le faire, moi je préfère que ce soit instantané, je préfère avoir du temps en public ou en privé. Moi je préfère en public. Enfin, il y a plein de trucs que les gens sont pas pareils. Et bon, après, le seul truc avec Harvey, par contre, effectivement, c'est que ce que tu viens de dire là, ça fait que c'est quand même le gars qui a le. Alors, j'aurais aimé dire celui qui a la plus grosse self-awareness, mais c'est justement ça qui est intéressant dans la série, c'est qu'en fait, il a une self-awareness dès qu'il s'agit de ce qu'il peut faire. Mais Harvey est, pour moi, le plus gros exemple de ce qui manque à beaucoup de gens dans notre monde actuel. C'est quelqu'un qui est concentré sur qu'est-ce qu'il fait, pas sur qui il est. En fait, tout son code est concentré sur qui je suis une fonction de ce que je suis capable d'accomplir. Mais il ne réfléchit, il passe trop peu de temps à réfléchir à quelle personne il devient en faisant les choses qu'il fait. Alors, c'est marrant que tu dis ça, parce que ça, c'est un lien avec ce que j'aime chez Mike Ross. Oh putain, non. Non mais donc, je sais pas, est-ce qu'on regarde Mike Ross pour la fin? Non, on peut regarder Mike Ross pour la fin, mais parce pour l'instant... que
Là, il n'aime pas Mike. Je peux pas blairer Mike. Mais pour des raisons. Mais parce que c'est intéressant, parce que du coup, tu vois, même moi, c'est une question que je me pose en ce moment beaucoup et qui me travaille beaucoup. C'est ça, c'est qui je suis au-delà de ce que je fais. Si on retirait ce que je fais comme travail, ce que je fais comme action, ce que j'apporte aux gens, qui je suis. Et est-ce que les gens voudraient être avec toi pour qui tu es? Mais, tu vois, on a plusieurs fois parlé, que ce soit avec Marc, avec d'autres, de ce sujet de la frontière entre rôle et identité. Très vrai. Tu vois, tu es le meilleur avocat de la ville, mais qui es-tu? Au-delà de ça. Au-delà de ça. Et en fait, là où je trouve que le personnage évolue, c'est qu'au départ, tu vois que le rôle. Que le rôle. Que le rôle. Ouais. Tu vois, ouais. I'm the best this city ever seen, etc. Les voitures, etc. Les meufs. Il rentre dans le tribunal. Ouais. Et au fur et à mesure, il va chercher quelque chose de plus grand, qui est finalement son identité. Et c'est là où on voit sa relation qu'il a avec son frère. Avec la relation qu'il a avec sa mère. Qui est le plus gros point. D'ailleurs, ça arrive tard. Le plus gros point. C'est saison 4-5 pour que les gens arrivent jusque là. Beaucoup de gens, des fois, peut-être n'arrivent pas jusqu'à là-bas. Exactement. Mais ce que je veux dire, c'est que le fait que tu passes d'un Harvey 100%, tu le vois que l'avocat, à finalement, tu vois un type, un gars qui veut protéger, qui veut protéger famille, qui essaye de trouver qui il est aussi en tant que personne, qui consulte aussi, parce qu'il consulte sa psy, justement. C'est là où il commence lui-même à avoir. Mais il consulte d'ailleurs. Là, c'est une transition, on va pas arriver à Donna, mais il consulte parce que Donna a fait quelque chose. Mais le gars n'aurait pas voulu consulter, et même il a eu beaucoup de mal à consulter. Oui, mais moi, mon point, c'est que c'est grâce à Mike que Harvey fend cette armure-là. Ouf, alors là, ok, bon, allons sur Mike. Parce que là, ce qui m'intéresse, c'est que là, tu vas rejoindre la paroisse, du coup, bon, je remets sur ma gauche Jessica, parce que Jessica, c'est exactement, quand tu regardes la série, et c'est pour ça que Jessica voulait que Harvey ait un numéro 2. Parce qu'elle disait que tant qu'il n'avait pas quelqu'un à protéger, il ne pourrait jamais être lui-même. S'il n'avait pas quelqu'un à former, Harvey serait resté dans le rôle en permanence. Ah ben voilà, donc je rejoins ce que Jessica. Mais c'est Jessica qui a dit ça, c'est pas Donna, hein. Non, mais j'ai pas dit que Donna a dit ça. Non, c'est pas Mike, c'est avec lui, il va rien faire. Non, mais oui, mais elle vient de te dire que s'il n'avait pas Mike, il n'aurait pas fait ça. Tu vois, parce que en fait, le truc c'est quoi? C'est là où je trouve que c'est smart la part de Mike. C'est que Mike, il rentre dans cet univers-là. Il a un mentor qui est ultra charismatique, avocat, on gagne tous les procès, on est les meilleurs, etc. Et il rentre dans ça. En plus, il a besoin de thunes, ça tombe bien. Et de tout, il a besoin d'une vie. Sa vie ne valait rien avant. Exactement, c'est important de le dire. Et donc, il galère. Et donc, en fait, où lui, il avait quand même une identité, elle est ce qu'elle est. Oui, il avait une identité. Il n'avait pas de rôle dans la société. Exactement, il avait une identité très forte, mais un rôle, aucun rôle dans la société. Exactement. Ah, intéressant, c'est vrai que je vois ça comme ça. Et donc, avec Harvey, il développe son rôle. Tu vois, la qualité des costards. Rien à voir. Même sa coupe de cheveux à la fin. C'est bon, tu vois. Sauf qu'à un moment donné, et c'est peut-être ce que tu n'aimes pas, mais à un moment donné, Mike, comme il a sa personnalité, qui est différente de celle d'Harvey, en fait, ils ont des lignes rouges qui sont différentes. Oui. C'est-à-dire que Mike, à un moment donné, quand il faut défendre un gars dont les produits ont fait du mal à la population, tu vois, il est sur cette ligne où... Il n'arrive pas. Il n'arrive pas, tu vois. Et donc, lui, il s'arrête là. Harvey, lui, il a peut-être plus de marge, mais ce que je trouve, c'est que dans la série, au lieu, on aurait pu avoir une évolution où c'est Mike qui devient, tu vois, le rôle, et qui prend la succession de Harvey. C'est ce qu'on imaginait au départ. Sauf qu'en fait, c'est Harvey qui, entre guillemets, s'adoucit. Enfin, il arrive à garder son rôle, mais son identité, en fait... change. On grandit, n'en avait pas. C'est vrai, elle prend une plus grosse place. Et c'est vrai que... t'as raison, maintenant que tu le dis, oui, je vois ce que tu veux dire. Tu vois. Parce que l'identité de Mike est toujours là. Moi, ce qui me dérange avec Mike, c'est que c'est l'incarnation du gars qui, justement, n'est que identité. En fait, c'est Mike à l'incarnation de être intelligent ne sert à rien. Dans cette série, par contre, j'avoue, ce qui est très bien, c'est que t'as que d'intelligence. Il gagne. Non, mais Mike ne gagnait pas avec son intelligence avant. Il faisait que perdre. En fait, Mike, ce que moi j'ai beaucoup aimé dans cette série, d'ailleurs, c'est un truc que je recommande beaucoup aux gens dans le business,
Il y a un mythe dans les séries business souvent que c'est la personne la plus intelligente qui est la meilleure. Et c'est dans Suits que tu vois qu'en fait, ça n'a rien à voir. T'as plein de... D'ailleurs, ils sont quasiment tous intelligents. À tous les moments, ils se prennent tous des victoires, ils ont des moments smart. Par exemple, la personne la plus intelligente, moi, on t'en parlera pas du tout, c'est Scotty. La co de Harvey, là, qui est plus intelligente que lui, mais qui se fait toujours battre par lui. Parce que Harvey a un autre pouvoir, donc pour conclure sur Harvey, que je pense qu'il faut qu'on parle, et qui pour moi est le super pouvoir de Harvey que j'aimerais avoir. Autant Jessica, c'est vraiment le côté l'idée les gens, anticiper et l'aider les gens à se développer. Autant Harvey, il sait lire les êtres humains. La façon dont Harvey sait lire ce que les gens veulent vraiment et qu'est-ce qu'ils sont vraiment capables de faire, quelles sont leurs vraies limites. Ça, c'est un pouvoir que j'aimerais tellement avoir parce que tu le vois même quand il... Moi, le moment où j'ai vraiment respecté, c'est quand il a battu sa propre psy au poker. Et tu te rends compte qu'en fait, non, c'est pas genre il fait genre, c'est vraiment il sait lire. Et tu comprends en fait dans la série, c'est parce qu'en fait, lui, comme il a tellement retiré son identité, avec son rôle, il peut voir l'identité de tout le monde. Il sait dire fondamentalement, toi, en vrai, tu es comme ça. Tu dis ça là, tu fais ça là, mais en vrai là. Et c'est vrai que quand il fait une petite erreur de lecture, tu le sens vraiment déçu, paniqué, tu vois. Oui. Genre, no way, tu vois. No way. Et c'est ça le truc chez lui. Moi, je pense que si on doit... L'idée, un super pouvoir pour moi que les gens peuvent dans la série essayer de regarder, de cultiver. Quand tu es un leader, moi en tout cas, ce que je me dis chez Harvey, c'est... Mais ça, comment tu... Franchement, moi, de ce que j'ai compris, quand tu regardes Harvey, pour regarder plusieurs fois la série, parce que pour ceux qui ne savent pas, je l'ai regardé 6 fois en entier, toutes les saisons. En fait, un truc que tu comprends à Harvey, il est comme ça parce qu'en fait, il fait un truc que très peu de gens font, c'est... Harvey est toujours dans... Il teste les limites des gens. Et en fait, il y a un truc que Harvey aussi, je pense, fait, c'est qu'il passe beaucoup de temps, il est très attentif. En fait, c'est bon oui, tu regardes, c'est comme si tu as regardé Dr House, c'est la même chose. En fait, ils ont ce truc où en fait, ils lisent les gens parce qu'ils regardent les détails. En fait, les détails des mots qu'ils emploient, des actions qu'ils ont choisi de faire. En fait, c'est dans les détails que tu vois ce que sont les gens. C'est pas dans les grandes annonces, c'est pas dans les grandes déclarations, c'est dans les détails. Mais moi, j'ai plus l'impression que, par exemple, Mike Donald sont dans les détails, là où Harvey va se concentrer sur the big picture. Le détail va l'intéresser que si c'est un chemin. Pour aller à l'évolution. Non, mais pour analyser les gens, c'est comme ça qu'il fait. T'as raison. Donna est dans la lecture des gens en permanence, dans le détail. Harvey, c'est juste quand il a un objectif à accomplir qu'il lit. Mais ce qui est intéressant, c'est que je trouve que, en tout cas, moi, les personnes que j'ai croisées, il y en a quelques-unes dans ma vie que j'ai croisées qui sont comme ça, ils ont une intuitivité qui est... Par exemple, maintenant, les gens ont vu le podcast avec Kader. Par exemple, Kader me rappelle beaucoup ça. Dans ma vie, c'est partie des gens, et du coup, ma compagne aussi, Méline aussi, elle est beaucoup comme ça aussi, c'est des gens qui vont te dire, cette personne-là, je ne sais pas t'expliquer en détail pourquoi tout de suite, mais ce qu'elle te dit là, c'est pas vrai. Ou cette personne-là, ce qu'elle veut, c'est pas vraiment ça. Et ça, c'est un truc qui, moi, mais pas toujours. Parce qu'en fait, comment tu peux savoir si c'est vrai? Parce que des fois, c'est des... Kader, je te parle de trucs, il m'a dit, sur des gens, 5 ans après, je me rends compte qu'il a raison. Ou 10 ans après. Il y a des fois, il m'a dit, ça, ne crois pas ça. Et c'est... En fait, c'est... Je sais pas comment expliquer. Ils ont Alors, c'était une intuitivité, une lecture des gens, mais quand je demandais à Kader comment il fait, il me dit, non, c'est juste que contrairement à moi, je passais beaucoup de temps à être dans l'intellect, dans l'abstrait. Ah oui. Lui, il est vraiment Kader qui est tout le temps dans le concret. Donc, en fait, il regarde concrètement tout le temps les mouvements des gens. Et c'est son attention aux mouvements des gens, souvent, qui crée cette capacité à anticiper, du coup, leur prochain move. Et je trouve que les gens qui ont ce talent, c'est quelqu'un qui nous regarde à la sensation qu'il est comme ça. Parce que beaucoup de gens disent, ouais, moi, je sais dire qui est truc. Mais si vraiment tu as eu l'expérience d'avoir raison, pour moi, c'est un talent à pousser. Moi, je pense l'avoir de temps en temps. Ouais, toi aussi, non. C'est vrai que toi aussi, tu l'as. Toi aussi, c'est vrai que même toi... Tu vois, par exemple, j'aime bien jouer... Alors, ça, je ne pourrais jamais le savoir, mais par exemple, tu vois, quand il y a un serveur, une serveuse, etc., sur des petits détails, je vais dire, ça, c'est quelqu'un qui est nerveux dans la vie. Ça, ah ouais, sérieux, ouais? Oui, mais c'est des trucs... Parfois, la personne est très polie, hein, mais c'est juste la manière de je sais pas comment vous faites. Mais est-ce que c'est toujours vrai? Je sais pas. Mais par contre, quand tu connais, quand tu fréquentes quelqu'un, là, c'est effectivement, comme tu dis, c'est être attentionné. Mais déjà, toi, tu comprends pas l'ironie, par exemple. Oui, je suis incapable de comprendre. Tu comprends pas l'ironie. Donc, du coup, ça va être très difficile. Parce que quand quelqu'un peut-être va faire la gueule, tu vas dire, ah, tu vois, une mauvaise humeur. Oui, moi, je suis vraiment le niveau 1. C'est niveau 1, alors que peut-être que c'est un message, peut-être que c'est, tu vois. Un truc, ouais. Et tu vois, et donc,
toi, tu dirais qu'Harvey a ce truc-là. Ouais, moi, je dirais que tu as raison, le côté mentor est très vrai. Le côté code est très vrai. Mais je pense qu'il y a quand même ce côté indéniable. Parce que même, en fait, la plupart des situations dans lesquelles Harvey s'en sort, c'est parce qu'il a su lire la personne, ses vraies intentions et ses vraies limites. Surtout les limites. Alors, je pense que c'est vraiment ça qui est un vrai pouvoir d'Harvey. Et moi, c'est l'une des grosses leçons de Suits que j'ai vraiment appris d'Harvey, c'est les asymétries de pouvoir. En fait, avant Suits, je pense que je n'avais jamais réalisé qu'en fait, dans toutes les relations, amoureuses, amicales, business, en fait, les gens veulent quelque chose. Et des fois, eux-mêmes ne savent pas vraiment ce qu'ils veulent, c'est pas très clair pour eux. Et surtout, les gens ne savent pas clairement qu'est-ce qu'ils sont prêts à sacrifier pour. Lui, il part du principe que tout le monde souhaite quelque chose, a besoin de quelque chose. Exactement. Et donc, de ce fait, il peut obtenir tout ce qu'il veut de tout le monde. S'il trouve cette chose. Exactement. Et parfois, il demande clairement what you want. Exactement. Exactement. Et surtout, il part d'un principe que moi je trouve passionnant et qui était très dur pour moi avant à accepter, mais vraiment dans Suits, c'est un truc qui m'a débloqué vraiment beaucoup de choses. C'est en fait aussi les gens, des fois, ce qu'ils veulent, sont pas prêts à faire ce qu'il faut pour. Et d'ailleurs, c'est l'essentiel de son sujet sur Mike, c'est ça. Il dit à Mike, en fait, tu veux des choses, mais t'es pas prêt à faire ce qu'il faut pour ces choses-là. Et c'est ce qui fait que tu te mets dans des situations impossibles. Il faut que tu lâches tes fréquentations bizarres. Voilà. Ou alors tu réduis ce que tu veux. Il lui a dit, si tu veux être dans les meilleurs, il y a certaines choses que tu peux pas faire. D'ailleurs, je crois qu'il le vire 2-3 fois et il le rembauche. Oui, exactement. Mais il y a une ou deux fois d'ailleurs où, là, notamment sur le mentorat, c'est quand Mike, je crois que c'est dès l'épisode 2 ou 3 ou 4, où il veut fuir là. Et Harvey lui dit, c'est ce que tu fais toute ta vie. Ouais. C'est quand ça devient dur, tu fuis. Et c'est ce qui fait que tu es dans la merde dans laquelle tu es, malgré ton intelligence, malgré tout. Et ça, j'avoue, c'est un truc qui, moi qui aimerais être en tout cas utile aux gens ou servir, c'est un truc où je trouve pas encore très fort. J'ai encore beaucoup de mal à lire ce que les gens sont prêts à faire ou pas. Et donc non, c'est intéressant ce que tu dis là, parce que c'est vrai que j'aurais peut-être... Mais moi, je le dis sur les actions. Moi, c'est ce que les gens font. Oui, mais voilà. Mais là, en l'occurrence, l'exemple que tu as pris de Harvey avec Mike, c'est sur une action. C'est-à-dire qu'il voulait partir et ça t'a rappelé un pattern dont il n'a peut-être pas conscience. C'est ce que tu fais d'habitude. Oui, mais moi, je n'arrive pas à voir les patterns dans le passé des gens. Même si tu connais son passé ? Très, très difficilement. Je vois les patterns dans les comportements des gens. Mais Harvey, c'est vraiment... Limite, Donna, si tu veux, il y a différents niveaux. Tu as les patterns dans les comportements, un peu comme Jessica. Moi, c'est un plus comme ça. Harvey, c'est vraiment les patterns dans ton identité ou dans tes intentions. Et le niveau suprême, alors oui, c'est Donna. Elle, c'est les patterns dans les émotions. Alors elle voit même... Parce que des fois, du coup, tes comportements et même tes intentions sont pas alignés à tes émotions. Et c'est ce que... Bon, alors moi, j'arrive pas à lire les émotions des gens. C'est un truc qui, bon, j'ai abandonné ce combat-là. Je me dis, bon, je vais croire ce qu'ils me disent parce que les émotions, j'arrive pas à comprendre. Mais du coup, ça, j'avoue, Harvey, moi, dans la série, je pense que beaucoup de gens dans le business pensent que c'est pas important. Puis surtout dans le monde du business, il y a une phrase que moi, j'ai toujours trouvé très drôle dans le monde du business, c'est juste professionnel. Genre, c'est pas personnel. Ça, c'est... Dans Suits, tu comprends qu'en fait, c'est n'importe quoi. C'est toujours personnel. À un moment ou une autre... Non, mais tu le vois, parce que, tu vois... Peut-être aussi ce qui me fascine dans cette série, c'est que ce qu'ils vendent, c'est du service, comme Totem. Oui, c'est vrai. Donc, je suis pas mal la manière dont, tu vois, ils agissent en fait sur la manière dont ils vendent en fait finalement, tu vois. Et tu vois effectivement qu'à partir du moment où tu vends du service, c'est relationship before transactions, tu vois. Ah oui, très vrai. Il y a toujours en fait relation, et même parfois au départ, les gens ils peuvent pas se sentir, mais ils vont travailler ensemble parce qu'ils vont créer en fait cette relation. Il va chercher à créer cette relation avant, soit en prouvant que il peut lui régler en fait ses problèmes du moment, soit par une faveur. Et le sujet des faveurs, faut qu'on en parle parce que ça c'est le concept. Ça c'est le concept dans Suits de Favor Bank. You owe me one. Même dans Billions. Et voilà, Favor Bank, c'est vraiment ça. You owe me one. Et dans ce code, ça c'est très fort. Et chaque fois, maintenant, quand je vois les anglo-saxons, je demande, mais c'est répandu ça chez les anglo-saxons? Parce que ici, bon, tu vois, les gens, tu leur as rendu une faveur. Tu vas pas leur dire... Tu vas pas leur dire 2 ans après, tu m'en dois une. Alors que là, c'est toujours... Et quand quelqu'un, en plus, a une dette de faveur, ben, tu le vois, ils disent, même si ses partenaires sont pas pour qu'il lui rende cette faveur, ils disent, je suis désolé, je lui dois. Oui, et c'est OK. Et c'est OK, tu vois. Et les autres acceptent. Tu vois, ils disent, c'est le jeu. Mais la clé, je pense, de ce truc-là, dans les faveurs, c'est important dans le business, qui est très dur à faire, c'est que eux,
quand ils font une faveur à la personne, ils le disent au moment où la personne demande. Oui. C'est ça qui tu m'en dois une. Ouais, c'est ça que je trouve être plus difficile. Le après coup, je trouve que les gens le font un peu dans le monde francophone, mais de façon hypocrite. Ou alors ils le font dans le monde francophone. Si c'est une grosse faveur, ils vont dire. Quand même, là, tu m'en devras une. Hein, c'est ça, voilà. Mais c'est pas systématique. Lui, vraiment. Et Harvey, en plus, ce qui est ouf, c'est que lui, il essaie de créer des faveurs. Donc, il va à la recherche de qu'est-ce qu'il peut faire que cette personne va m'en devoir une demain. Exact. Et parfois, ça lui coûte rien. C'est juste trouver le numéro de quelqu'un, etc. Mais j'avoue, redemander derrière faveur, c'est. Je sais pas, c'est un concept particulier. S'il y a des gens parmi nous, là, ceux qui nous écoutent des États-Unis, de je ne sais quoi. Ouais, s'ils l'ont déjà vu ou vécu, ou s'ils le font aussi, je sais pas. Moi, je l'ai toujours, ressenti de manière non dite, quoi. Tu vois, quelqu'un qui dit est-ce que tu pourrais aider un ami qui. Voilà. Bon, tu te souviens que cette personne-là t'a aidé, tu vois, mais il va pas dire. Tu m'en dois une. Tu m'en dois une, tu vois. Mais c'est intéressant parce que je pense que c'est aussi. Toi, t'as jamais entendu ça non plus. Non, mais alors, très honnêtement, dans le monde du conseil, ils le disent pas comme ça, mais tu l'entends sur le... ils le disent pas sur les faveurs, ils le disent sur la vitesse. En mode, il faut que tu le fasses avant ça parce que tu sais que j'ai fait ça pour toi à telle vitesse. Quand tu m'as demandé, j'ai pas duré. Je sais pas comment t'expliquer. C'est un monde, je pense, un peu plus sous pression, où en fait, ce que les gens mesurent, c'est à quel point tu vas vite. Mais ce que tu dis là m'envoie vers un autre sujet qu'il faut évoquer avec Sut et que tu as peut-être vécu effectivement dans les cabinets. Ouais. C'est le franc-parler. C'est-à-dire qu'on ne va pas par quatre chemins. Non, on n'a pas le temps. On ne peut pas se permettre. On n'a vraiment pas le temps. C'est-à-dire que j'ai besoin que tu lises ce contrat, que tu me fasses l'analyse. Mike va dire, mais je dois aller voir ma grand-mère. Puis il dit, elle est mourante. Il dit, non. Bah alors ça, c'est parce que c'est aussi un truc aussi qui explique aussi pourquoi la structure de gestion... Moi, dans ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est la première fois où tu vois dans ce monde du service, à la personne, dans le conseil, il y a une vraie notion d'importance du respect de la hiérarchie. Ailleurs, c'est beaucoup plus diffus, je trouve. Tu vois, ton boss va pas te dire dans une boîte lambda, je t'ai dit de faire ça, donc tu le fais avant ce soir. Sinon, t'es viré. Tu vois, même aux États-Unis, j'ai été dans des boîtes comme Alstom, qui étaient des boîtes beaucoup plus d'industrie. Même s'ils peuvent te virer pour ça, ils te le diront pas aussi clairement. Mais dans ce monde-là, comme c'est beaucoup, comme tu dis, du service à la personne. Ouais, tu es le produit. Tu es le produit, en fait. Donc, il n'y a pas de place à une erreur de comment tu es habillé peut nous coûter l'image d'un client. Moi, je me souviens, comme j'ai dit, j'ai déjà été viré d'un cabinet de conseil à cause de mon attitude. Et c'est l'un des seuls mondes où on te dira ton attitude ne colle pas. Ailleurs, ils peuvent le penser, ils peuvent te virer mais ils ne vont pas te le dire. Mais comment tu penses qu'on arrive à créer une culture dans laquelle c'est OK de s'engueuler pendant 30 minutes en réunion et une demi-heure après, je sais pas, vous êtes chez le client, il n'y a pas de souci, ou 2 heures après, vous êtes sur un autre sujet sur lequel vous vous entendez bien. Donc, on met vraiment les choses de côté parce que, alors là encore, on va faire le cliché, monde anglophone, monde francophone. Je sais pas s'il faut aller jusque-là. Mais je pense que ça t'oblige, si tu souhaites ça, à avoir dès la période d'essai, dès le départ, voir si les personnes que tu rentres savent passer au-dessus de ça. Et ça a l'air très, très, très rare. Alors, moi, ce que je peux te dire, alors c'est peut-être triste pour les gens à entendre, mais moi, je pense que c'est aussi une fonction du mode de sélection de qui rentre. En fait, plus tu es avec des gens qui sont des gens qui ont été toujours des numéros 1, plus tu es avec des gens qui mettent leur valeur sur le résultat et moins sur les émotions, plus c'est facile. C'est ça, je pense que d'ailleurs, c'est aussi pour ça qu'ils ont pris que des gens d'Harvard dans ce truc-là. Parce que je sais que, par exemple, en cabinet d'audit, c'est l'une des raisons indirectement pour lesquelles ils favorisaient beaucoup les gens qui venaient des mêmes écoles. Parce qu'en fait, dans ces écoles, dans ces institutions d'élite, tu as déjà cette logique. Tu vas déjà être en train de faire un travail de groupe avec quelqu'un à un cours, et le cours d'après, vous êtes l'un contre l'autre sur un débat, et l'un va battre l'autre. Oui, mais qu'est-ce qui fait que... En fait, le classement, la notion de rang... fait que tu ne peux plus avoir... En fait, l'ego a beaucoup moins de place dans le travail. Tu peux l'avoir dans la célébration, le résultat ou la gestion, en disant, si tu es meilleur que moi, donc tu décides de ce que je fais. Mais une fois que ça a été acté, il n'y a plus de place pour le pourquoi. En fait, le questionnement permanent, il faut que tu me justifies. Ce qu'il y a dans beaucoup de boîtes où les gens te disent, explique-moi. À un moment, quand tu es dans une institution d'élite, et même d'ailleurs souvent c'est ce qu'ils font à l'opposé chez les militaires où du coup il n'y a pas de sélection sur l'entrée, on t'apprend dès le départ que le questionnement n'est pas autorisé. Alors
Là, c'est chez les militaires. Là, effectivement, il y a une culture où déjà, pas de question. Il n'y a pas de question. Ça, c'est Donc là, c'est réglé. Mais si tu veux introduire une culture militaire dans l'entreprise, c'est difficile. Mais ce que font tous ces groupes-là. C'est très difficile. Mais ce qu'ils font ces groupes-là. Et la clé, c'est tu vires vite les gens et tu prends que des gens qui ont eu beaucoup de mal à rentrer. En fait, tu rentres dans ces groupes-là, dans ces boîtes-là, tu sens que c'est l'opportunité de ta life. Donc, tu vas supporter beaucoup plus et poser beaucoup moins de questions parce que c'est pas genre, en gros... Mais là où je voulais en venir, c'est que je pense par rapport à ta vision de choses qui est pas mal liée au background des gens qui arrivent, je pense que c'est plus lié à la manière dont la culture a été installée dans l'environnement de la structure. Oui, non, je t'assure que la culture joue plus. Le background n'est qu'un des moyens. C'est aussi pour ça que, par exemple, ils insistent pour avoir que des gens d'Harvard. Mais l'équivalent, c'est aussi... Parce que même dans les gens d'Harvard, tu dois avoir des gens susceptibles. C'est clair, mais ces gens susceptibles n'arriveront pas chez eux pour une simple bonne raison. C'est que pour avoir survécu au processus d'entrée chez eux et survivre à leurs premières années, tu peux pas être susceptible. Parce que vu comment on te parle, tu ne tiendras pas. Et l'autre point qui est important, je pense qu'il faut que tu as raison, c'est aussi, il faut qu'on me dise, la rétribution. Ces gars-là sont payés d'une manière qui font qu'en fait, tu vas supporter. En fait, non, mais il faut dire la vérité. Enfin, et là, je fais un shout-out à Kader, il a rappelé, il faut qu'on parle d'argent. En fait, la raison pour laquelle aussi les gens supportent ça, tu sais, Mike Ross, il faut se rappeler que dans la série, je sais que ça passe un peu à la trappe, mais dès sa première année, son premier bonus, il peut acheter un appartement à New York avec. Enfin, il faut se mettre dans la tête de quel niveau de rémunération on part. En fait, ce que tu dis, c'est si on te dit t'as foutu la merde cette semaine, t'étais nul. Bon, si tu gagnes $1000, peut-être que le lundi d'après, tu vas te mettre en arrêt maladie. Mais si tu gagnes $20,000 le mois, lundi, t'es là à 7 heures. Et surtout, si jamais la culture, et c'est encore une fois dans les cabinets aussi, la culture de la prime. Si ta prime peut t'acheter un appart à New York, donc au moins $200,000, en fait, oui, tu vas tenir jusqu'à la prime. En fait, même les 6 mois d'après, tu vas repenser à ta prime. Et donc là, tu es en train de dire que pour ceux qui n'ont pas la possibilité de rémunérer bien les gens, c'est très dur. Oui, c'est très dur. Oui. On est d'accord. En tant que leader, je pense qu'il faut accepter. Tu peux pas demander un certain niveau d'exigence si tu ne donnes pas en retour un certain niveau de confort. Alors, toi, l'expérience, puisque pendant un moment, on a déjà beaucoup parlé, tu avais des salaires très au-dessus du marché. Enfin, ils sont toujours corrects, mais je veux dire, c'était très, très au-dessus du marché, bien sûr. Est-ce que tu sentais que il y avait cette possibilité d'être beaucoup plus direct dans le feedback et que les gens, en fait, s'attardaient moins sur la forme et retenaient le fond et comprenaient que c'était pour... Non, en fait, ce qui m'a manqué, a posteriori, maintenant, je me rends compte de mon expérience, ce qui m'a manqué et que j'ai pas su appliquer, c'est que pour faire ça, par contre, il faut vraiment être hyper dur avec les gens. En fait, tu peux pas en même temps payer bien les gens. Et par exemple, moi, j'ai tendance à vouloir être le meilleur des deux mondes, à payer bien et être bienveillant. C'est très rare les endroits où les gens te payent très bien et sont bienveillants. Tu vois ce que je veux dire? En fait, quand tu essaies de faire les deux, tu crées un effet où la personne, du coup, elle n'a pas cette tension qui te permet d'avancer avec la vitesse, l'intensité que tu attends. Donc moi, ma leçon, c'est qu'en fait, oui, le pire, c'est d'être dans le milieu. De pas trop bien payer, mais être un peu bienveillant. Parce que ça, les gens, en fait, il n'y a rien de mémorable, rien de marquant qui les aide à tenir quand c'est dur. Donc, ou tu payes vraiment bien et du coup, tu peux en retour, et limite, il faut être, en tout cas, faire moins d'efforts sur la bienveillance dans la forme. Je ne dis pas que dans le fond, tu peux être toujours bienveillant, mais dans la forme, être moins bienveillant. Oui, on parle de la forme, parce que sur le fond, il faut être exigeant. Toujours, ça ne sert à rien. Mais... Par contre, si tu es quelqu'un qui paye peu, et c'est ce qui se passe beaucoup en Afrique, indirectement, c'est pour ça que les gens, par exemple, ils payent très peu leurs employés de maison, mais on leur accorde plein de trucs, c'est comme si c'est la famille. Quand ils ont un problème de famille, limite on leur redonne de l'argent pour les aider, parce qu'en fait, on est dans un monde où, parce qu'on ne peut pas donner aux gens et qu'ils ont peu, on essaie de compenser avec de la bienveillance. Mais ce qui se passe dans les mondes plus, on va dire, où il y a plus d'argent, c'est que les gens commencent à rééquilibrer. C'est pour ça que c'est une notoriété publique... Enfin, en tout cas, je ne sais pas si c'est un cliché, on le verra dans un autre épisode. Mais dans le milieu de la finance, par exemple... Ah oui. Voilà, c'est pas... Il y a moins de sentiments. Enfin, plus tu vas dans des trucs où tu es rémunéré beaucoup. Et attention, et aussi, tu as soulevé un truc, Kaï. Je pense que le service à la personne, si tu vends des objets, c'est pas la même chose que de vendre du service à la personne. Et encore autre chose, moi, je vends du service... que les gens soient un peu sous pression. Non, c'est autre chose. C'est quand même autre chose. Et parce que les raisons pour lesquelles les gens peuvent te laisser ou te maltraiter sont pas forcément des raisons objectives. Je pense que quand tu es jugé sur des choses plus subjectives, tu as moins de place à l'erreur.
Tu vois, comme j'ai dit, quand en cabinet d'audit, on m'a dit, les gens payent des centaines de milliers d'euros, on te paye des milliers d'euros par heure pour un rapport à la fin où il ne peut pas y avoir de faute. Et il ne peut même pas y avoir de décalage entre les trucs doivent être alignés. Parce que c'est ce que tu vends aux gens. Et je pense que dans Suits, tu le sens beaucoup. Ouais. Et je pense que c'est un bon rappel pour beaucoup de gens qui ont tendance des fois à oublier que les boîtes dans lesquelles ils sont subissent indirectement ces choses-là aussi, mais eux, ils ne sont pas au courant. Et donc, si on veut faire la transition, parce que bon, il faut quand même que tu parles de ton gars Mike. Pourquoi Mike? Parce que bon, Mike, j'en ai déjà un peu parlé. Je te dis que... L'identité, la personnalité. Exactement, exactement. Je pense que le chemin que tout le monde voyait dès le départ, c'est que c'est le bon petit d'Harvey. Il va devenir un tueur, il va devenir un requin comme Harvey. Après, et puis Harvey partira, et puis c'est lui qui va prendre la relève, etc. Mais ce qui est bien, c'est qu'effectivement, dans les premières saisons, il aspire tout ce qu'il faut d'un point de vue professionnel, les techniques, la manière négocier. En plus, il connaît le droit par cœur, il a sa mémoire de génie, etc. Et donc, il apprend, il capte super vite. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il a, lui aussi, son code. Tu vois. Je sais pas. Hein. Il a aussi son code. C'est-à-dire que quand, par exemple, voilà, très bel exemple. Tu vois, tu sais, pour ceux qui ne connaissent pas, les avocats ont souvent ce qu'on appelle des affaires pro bono. Ouais, pro bono. Ça veut dire que vous n'êtes pas payé. Regarde comment il a fait. Vous n'êtes pas payé. Pas beaucoup en tout cas. Voilà, c'est vraiment quasi gratuit. Voilà, c'est quasi gratuit. C'est votre manière de give back to the community. Et chaque fois que Jessica envoie un dossier à Harvey, elle disait, tu dois faire ton pro bono trimestriel, etc. Il disait, ouais. Et puis il balançait ça à Mike, il dit, vas-y, moi, j'en veux pas. Mais tu voyais que lui, par contre, ces affaires-là, parce que c'était souvent des affaires pour des clients qui n'avaient pas d'argent, mais qui étaient vraiment compliquées, mais ils n'avaient pas d'argent. Ben, lui, il se mettait à fond parce qu'il avait ce sentiment de pouvoir aider les gens. Des gens différents des clients d'Harvey qui, effectivement, eux, travaillent sur des transactions de 200 millions, de ventes d'entreprises, etc. Donc, du coup, il vient... Moi, ce que je trouve bien, c'est qu'il ne vient pas en clone. Ce n'est pas parce que tu as un mentor que tu dois devenir comme ton mentor, en fait. Prends ce que tu as à apprendre. Il t'enseigne comment faire certaines choses. Il t'enseigne comment est-ce que tu veux que tu fasses, à quelle vitesse. Et t'apprends quel est ton rôle dans la société. Mais tu peux garder quand même ton identité. Donc, c'est ça. Après, qu'on aime son identité ou pas, c'est encore autre chose, tu vois. Non, mais voilà. Ce que je veux dire, c'est ça que je respecte chez lui. Moi, je t'avoue que j'ai beaucoup de mal avec ça, parce qu'en fait, le problème avec Mike Ross, notamment, c'est un truc que j'ai beaucoup de mal, c'est les gens qui... Parce que je pense être quelqu'un qui veut servir et aider les autres, mais ce que je déteste, c'est que Mike a un truc chez beaucoup de gens qui se présentent comme étant des gens qui veulent aider les autres, mais qui en fait, à la fin, veulent juste gagner. Mike, si tu regardes, à chaque fois qu'il se met dans les problèmes, ce qui se passe, c'est il fait quelque chose pour défendre des gens qui n'ont pas les moyens. Il obtient une première chose que eux-mêmes accepteraient, mais lui considère qu'il peut avoir plus. Que c'est pas assez. Et c'est souvent là où ça part en couille. Et c'est ça, là, c'est de l'ego après. Oui, c'est l'ego. Mais moi, ce que j'aime pas, c'est que en fait, Mike est l'incarnation du gars qui, en fait, sous des prétextes généreux, laisse son ego mettre mal des fois les gens qu'il essaie d'aider. Et c'est quasiment à chaque fois ce qui se passe avec Mike. Et c'est pour ça d'ailleurs il se fait virer. Moi, l'exemple le plus concret de Mike, c'est pourquoi je dis qu'il n'a même pas de code. C'est cette histoire de quand il va bosser un moment chez les financiers et qu'il fuck le gars qui lui a donné sa chance. Alors que le gars lui a donné plusieurs fois l'occasion de dire, est-ce qu'il y a quelque chose que tu dois me dire? Est-ce qu'il y a un problème? Et Mike à aucun moment n'accepte qu'en fait il veut juste gagner. À chaque moment, il dit non, je fais ça pour aider Walter Gillis, je veux aider le vieux. Oui, mais alors qu'en fait, il fuck tout le monde dans l'opération. Non, mais d'accord. Mais par contre, tu vois bien que la manière dont c'est produit, on nous montre bien qu'il est en train de faire une erreur et qu'il se ment à lui-même sous prétexte qu'il veut aider tout le monde. Il est en train d'emmerder tout le monde. Et c'est ça qui, moi, me dérange avec lui. C'est que l'histoire de Mike Ross, du début à la fin, c'est ça. C'est en fait... ce qui le sauve la plupart du temps, c'est que comme il y a Harvey ou les autres, il y a des gens qui réussissent à le recadrer. Mais il est systématiquement en train de laisser son ego et ses sentiments. Parce que pour le coup, c'est vraiment les sentiments. C'est même pas... Ce qui est terrible avec lui, c'est que j'ai remarqué, c'est un truc que je dis souvent aux gens, c'est que une différence entre ce que tu ressens et qu'est-ce que tu en fais.
Parce que pour le coup, d'ailleurs, Donna, souvent, elle parle beaucoup à Harvey de ça, mais Mike, elle le fait beaucoup moins, malheureusement. Mais Mike, souvent, il prend des trucs parce qu'il se dit, c'est ce que j'aurais aimé qu'on fasse quand mes parents sont morts. Exactement. Il va trop loin. Non, mais justement, je pense que, comme je disais tout à l'heure, ils ont fait des portraits psychologiques, tu vois, et je pense que, voilà, l'idée avec Mike, c'était ce jeune homme qui a perdu ses parents très tôt dans un accident. Il est obsédé par l'idée de rendre justice aux gens qui n'en ont pas les moyens. Voilà, c'est ça. Encore plus aux enfants. Ça, c'est la théorie. Encore plus. Voilà. Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est à un point où il se fait du mal et il fait du mal aux gens qui l'entourent en pensant que c'est pour eux. Que c'est pour eux, tu vois. Et c'est ça qui, moi, me perturbe. Tu vois, par exemple, un autre moment que j'ai choisi, moi, qui m'a tué, c'est typiquement à un moment quand Harvey lui dit, quand il est obligé pour la première fois de refuser d'avoir une promotion. Et qu'Harvey lui dit, mais en fait, tu sais, si tu veux vraiment sauver les gens, tu vas juste pas à New York. Tu vas dans un autre endroit où personne te connaît, tu fais un petit truc d'avocat, et là, t'aideras les gens, et tu seras même le boss de la zone. Et Mike dit, c'est pas possible. Moi, je peux pas être juste... Parce que la vérité, c'est que Mike, à cause de sa mémoire, et c'est ce qui est marrant, toute sa vie, il pense qu'il est meilleur que les gens. Et factuellement, toute sa vie, il a été au-dessus de tout le monde. Donc, il n'arrive pas à accepter le côté, je vais juste être quelqu'un qui aide les autres. Il doit être au-dessus de tout le monde dans les gens qui l'aident aussi. À la fin, ils vont à Chicago faire le... Ouais, même ça. Tu vois, mais attends, est-ce qu'il foire plus d'affaires que Luis? Non, ça, c'est un autre débat. Non, voilà. Bon, là, tu veux finir sur mon gars. Non, Luis, franchement, tu sais, Luis... Quand tu parles d'émotion, qu'il faut foirer les choses. Je suis d'accord. Alors, tu sais, la différence majeure entre les deux, je te dis, je préfère Luis à Mike pour une seule raison. Franchement, les deux se laissent déborder par leurs émotions. La grosse différence, c'est que Luis ne prétend pas le faire pour le bien des gens. Oui, mais peu importe, il foire. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que moi, je préfère les gens qui ne prétendent pas, parce que le danger avec des gens comme Mike, c'est ce qui se passe d'ailleurs à la fin. D'ailleurs, il fout tout le monde dans la merde. Le cabinet finit dans plein de problèmes à cause de lui. C'est qu'en fait, quand il fait ça, c'est que les gens n'ont même pas l'occasion de l'empêcher. Parce qu'il se présente comme étant un héros. Alors que Louis, c'est pour ça que Chica le chope à chaque fois, ou Harvey le chope à chaque fois, ou Donald le chope à chaque fois. C'est qu'on sait comment il est haut. Et puis, il fait pas semblant aussi. Il va pas mentir à quelqu'un, il va pas faire semblant. Donc, moi, je préfère l'authenticité. Si tu as du mal à gérer tes émotions, c'est déjà un problème, mais au moins sois authentique. Ne viens pas vendre aux gens. Mais ok, ça c'est ton regard de spectateur. Ouais. Maintenant, toi, tu as une affaire. Tu arrives au cabinet d'avocat. Tu donnes ton dossier, on te dit, bon, là, on n'a que Mike et Luis qui sont disponibles. À qui tu donnes ton dossier? À Luis, franchement. Quoi? Ouais. Non, je donne à Luis. Moi, je donne à Luis. S'il est impliqué émotionnellement. Non, mais c'est clair, s'il est impliqué émotionnellement. Mais en fait, ce qui est, en fait, comme je dis toujours, est-ce que toi, tu préférais que quelqu'un. Le problème avec Mike, c'est que moi, j'aurais toujours peur que Mike me fuck la gueule et qu'après, il s'excuse. Ça me rendrait ouf. Parce que c'est ce qui s'est passé. Mike a fucké la gueule à combien de gens après? Il est juste là, pardon. Luis, au moins, quand il te fuck la gueule, tu le vois venir c'est spectaculaire. Et puis tu vois venir de loin. Surtout Luis, en fait, l'autre truc, c'est que. Il y a un truc que moi je dis toujours aux gens, c'est il faut juste le self-awareness. En fait, franchement, Mike est la personne la moins self-aware de la série. Je sais pas si tu es d'accord avec moi sur ça. Ouais. En fait, il est le moins self-aware. Bon, mais c'est parce qu'il est obligé, lui, de changer d'identité. Il vient d'un truc où il était totalement paumé. Ouais. Et là, il trouve une famille et donc... Il doit se construire. Oui, il doit se construire. Les autres sont... Et c'est le plus jeune. Oui. On n'a même pas mis Rachel dans les personnages principaux. Alors elle, c'est pire que Mike Ross. C'est à cause d'elle qu'on a coupé la série, là, sur l'histoire de Prince Harry, tout ça. Mais c'est très bien. Non, la série a continué sans elle. C'était très bien. Pour moi, je maintiens que la série est meilleure après. Bah après, ça n'a pas duré longtemps après. Il y a 4 saisons, frère. C'est les meilleurs pour moi d'ailleurs. Parce qu'en plus, on a débarrassé de ces deux plaisantins et leurs histoires d'amour à 2 balles là. Ouais, c'était un peu... Non, c'était chum. Libérons-nous. Mais ce que je veux dire, c'est que là où je suis d'accord avec toi, pour donner un bon point à Mike, quand même. Mike fucking Ross. Un bon point, c'est quand même l'incarnation du gars qui apprend. Ah oui. Pour le coup, on peut dire ce qu'on veut sur lui. Moi, je recommande aux gens aussi, genre vraiment, j'avoue, si tu regardes la série et que tu te dis... Parce qu'en fait, c'est vrai, comme tu dis, il a dû changer. Parce que vraiment, s'il était resté comme il était, sa vie aurait été rien. Ouais. Et je pense que beaucoup de gens, ce qui les empêche d'avoir la vie qu'ils veulent, c'est qu'ils ne font pas ces efforts de changement d'identité profonde. Ouais. Parce qu'on parle souvent en disant ton rôle n'est pas ton identité, mais si ce rôle-là est ce que tu veux, il va falloir changer ton identité. Il faut accepter de dire qui je suis n'est pas qui je veux être. Et c'est très dur, hein. Franchement, pour le coup, c'est le personnage qui
bon, il galère, il lutte, mais mais la difficulté pour lui de vraiment évoluer dans son identité, c'est que tout le long des saisons, Mike is the fraud, c'est-à-dire que c'est l'imposteur. C'est son identité. Il n'a pas eu le diplôme d'Harvard. Il n'a pas eu le diplôme. Et il est là, et en gros, toute l'intrigue, c'est quelqu'un va savoir que il n'est pas. Et est-ce que le cabinet va survivre? Parce qu'à la fin de l'histoire, c'est ça l'histoire. Et je trouve que c'était bien d'avoir fait un cabinet d'avocats. Donc, mes camarades avocats qui nous écoutent, je trouve que c'était bien d'avoir fait un cabinet d'avocats, cette histoire particulièrement. Parce qu'il y a très peu de sociétés qui sont autant basées sur les relations d'individus. Un cabinet d'avocats, c'est comme un cabinet de conseil, en fait. C'est que c'est pas un business. Ça ne vaut rien. La marque en elle-même ne vaut pas grand-chose si les gens qui sont dedans n'incarnent pas la marque. Tu vois, là, on l'a vu quand Price a quitté la Côte d'Ivoire. Les cabinets vont devenir d'autres cabinets. Mais est-ce que ça va être la même chose? C'est toute une histoire. Et c'est là où la vérité de ces métiers-là sont cruciaux. Les cabinets d'experts comptables, les cabinets d'audit, les cabinets. Bien sûr. Mais d'ailleurs, c'est pour ça que quand il y a un rachat d'un cabinet, en fait, c'est un gros recrutement. On prend les personnes qui sont là. Exactement. On leur demande d'être là pour un moment. Et c'est important parce que je pense que, par exemple, il y a beaucoup de médecins qui nous écoutent. C'est très vrai chez les médecins aussi. Dans les cabinets médicaux, c'est vraiment ça, au final. Je trouve que les séries d'hôpitaux, d'ailleurs, où il y en a plein, les Grey's Anatomy et autres saloperies là, que les gens regardent, je trouve qu'ils font ça très mal. Justement, ils font très mal parce que c'est tellement sur le pathos qui a très peu le rôle justement de l'hôpital en tant qu'entité, comment il gère les personnalités. Dans House, d'ailleurs, c'est la seule qui le fait le mieux. Je signe et je persiste, mais bon, les gens n'aiment pas trop. Dr House, ma série. Ah, ok. C'est là où on traite le plus justement parce que Cuddy, la boss dans Dr House, c'est vraiment ça. Elle incarne la firme comme Jessica, qui a besoin de House parce que sa célébrité et sa capacité rendent l'hôpital célèbre, mais en même temps le met en danger la moitié du temps. Et c'est ce que Jessica a avec Mike. Donc t'as vraiment ce truc-là. Mais c'est intéressant que tu dis ça parce que j'ai un truc auquel je me rends compte qu'on en a jamais parlé parce que les gens ne savent pas, mais moi je voulais lancer un cabinet d'audit à l'époque. Ah, si. Un cabinet de conseil que j'ai lancé, c'est pas je voulais. J'ai même fait 3-4 missions pour les cabinets. Je rigole parce que moi je voulais lancer un cabinet d'achat. Ah bon? Ah, on dit pas témoigner ça, tu vois, c'est ton petit cabinet. Oui, mais t'avais des partenaires même, je crois. Alors et c'est ça. Ça c'est un teaser, mais avec logo et tout, hein, plaquette. T'es prêt, voilà, tout. T'as juste pas eu client, c'est tout. T'as pris client ou pas? En fait, il y a un client parce qu'il y a un partenaire, en gros, connaissait un cas. Bon. Ouais. Vous avez pris l'argent ou pas? Non. Voilà, vous n'êtes pas allé jusque-là. Non, je sais qu'on a fait beaucoup de réunions. C'est ça. C'est ça le problème de ces trucs-là. Beaucoup de discussions, très peu d'action, très peu d'argent. C'est là que tu vois, oui, c'est si les personnes au cœur du cabinet ne sont pas en fait portées par quelque chose, motivées, en fait, t'es le produit, quoi. Voilà. Et je pense que c'est important. Moi, c'est ce truc que j'ai beaucoup aimé dans les leçons qu'on peut en tirer. Je pense que beaucoup de gens qui sont dans des métiers comme ça, on n'en parle pas assez souvent. Tu sais, on parle souvent des grands groupes, des sociétés normales, on parle très peu des métiers de ce type, des métiers libéraux. Exactement. Et même tous les freelances là qui pullulent partout doivent prendre des leçons de ça. Oui. Parce qu'après, c'est comme ça que tu crées des agences. En fait, au final, toi, tu es peut-être un peu proche de ce monde-là. Mais moi, j'ai beaucoup aimé ça. C'est parce que, tu sais que moi, c'est la raison qui a fait que mon cabinet, j'ai préféré le fermer. Parce que je faisais plus d'argent avec mon cabinet que je faisais avec mon salaire quand j'ai lancé. Et je faisais plus d'argent avec ça que je faisais avec Africrea. Mais je voyais d'arrêter de faire ça et j'ai fait Africrea en échange. Parce que justement, je me rendais compte qu'en termes de... Je ne pourrais jamais créer quelque chose qui me dépasserait moi en tant qu'être humain. Quand tu crées un cabinet, c'est toujours une question des personnes dedans. Toujours. Les associés. Oui, c'est ça. Ou alors tu vas pour the big run et tu vas racheter des... Mais même, je me suis dit à un moment, ok, je vais créer le PwC africain, le boîte africain. Oui. À la fin, quand toi tu pars, la question c'est, ils vont juste mettre leur nom. Tu sais, c'est comme Pearson, Zane, ils vont changer tous leur nom 10 fois. En fait, c'est les avocats, au moins c'est clair. Mais même dans les cabinets de conseil, c'est la même chose. À la fin de la journée, tu construis très peu de choses qui sont durables, qui se passent de génération en génération. Donc c'est l'important, c'est de créer des actifs. Ouais. C'est des actifs. Donc c'est vrai que quand tu dis ça, maintenant, ça reste la grande question du coup, c'est pourquoi quand on a fini de dire ça, pourquoi Jessica gardait Louis par exemple? Parce que pour conclure sur mon gars Louis et Donna, parce qu'en fait tu te rends compte que... un peu, ouais, pourquoi le gars... En fait, intrinsèquement, c'est un très bon avocat. Exactement. C'est-à-dire, quand il est dans sa zone, comme on dit pour les basketteurs. Exactement. Quand il est concentré, c'est mort. Ouais. Tu peux même Harvey ne peut pas le toucher. Tu peux rien faire. Donc, après, il aurait voulu avoir
Mike Ross en associé, mais après il a son associate là. Katrina. Mago qui développe son truc. Pourquoi elle le garde finalement? En fait, moi je pense que c'est un point qu'il faut qu'on évoque aussi. Déjà, il reste beaucoup parce qu'à un moment il les fait tous chanter. Hein. Hop, petite pause, surtout à toi qui te demande systématiquement, mais quelle est donc cette tribu SOA à laquelle on fait systématiquement référence? La tribu SOA, c'est la communauté d'Entrepreneur State of Africa, la meilleure communauté du monde mondial. Une communauté dans laquelle vous êtes déjà 300 membres à se retrouver au quotidien avec Moula et moi à échanger. Alors, ce n'est plus sur Telegram, c'est maintenant sur la plateforme Skool. Et sur cette plateforme, c'est génial parce que c'est comme si on avait notre réseau social SOA dans lequel on peut débriefer des épisodes, on peut débriefer d'un projet business que vous avez, on peut rebondir sur des éléments d'actualité. On fait également chaque mercredi soir les masterminds avec des experts de la tribu qui prennent la parole. C'est vraiment un lieu, un espace d'émulation à laquelle on veut que vous participez. 200 € pour l'année, 120 000 francs CFA. Franchement, c'est un bon deal. C'est un bon deal. Et surtout, ce n'est pas qu'une plateforme. Nous avons également des événements, des meet-up à Abidjan, à Dakar, à Douala, à Washington. Les membres se retrouvent même à Londres. Et dans ces événements, vous serez très souvent surpris par la présence de guests que vous avez vus dans le podcast. Donc, c'est tout ça qu'on met en place parce que vous savez à quel point le pilier entourage est important pour nous. Il est important d'avoir un bel entourage. Il est important d'être conscient de son ambition. Il est important d'être conscient de son entourage. Et on veut vraiment que vous nous rejoigniez si vous êtes ambitieux parce que cette aventure, on l'a commencé avec vous et on veut l'emmener le plus loin possible avec vous. Donc, à très vite dans la communauté et je vous laisse suivre l'épisode. En fait, moi, je pense que c'est un point qu'il faut qu'on évoque aussi. Déjà, il reste beaucoup parce qu'à un moment, il les fait tous chanter. Hein. Ah ouais. Ouais, donc, pas ça pour avoir son titre, son nom dans le truc, c'est comme ça. Ouais. Mais ce que je veux dire, c'est que d'ailleurs, elle le garde avant. Il faut aussi un truc qu'on dise dans Suits que moi j'ai beaucoup aimé, c'est que Suits ne fait pas que l'apologie du coup d'éclat comme Harvey. Mm-hmm. Les gens comme Louis, comme Jack Soloff, après un moment tu le vois, c'est des avocats qu'on appelle les grinders. T'as les avocats, les closers, comme Harvey, qui sont des gens qui font que des deals uniques. Et dans beaucoup de boîtes, ça se voit. C'est un peu les commerciaux, par exemple, et les gens qui font le service client. Tu vois, t'as beaucoup de gens qui, en fait, c'est eux qui font le travail quotidien, qui font que ça... Si je devais prendre une analogie, puisque je suis dans mon travail des process en ce moment, c'est comme si t'as Harvey qui s'occupe du front office. Exactement. Et tu as Louis qui s'occupe du back office. Parce que lui, par exemple, tous les juniors, tous les stagiaires, c'est lui qui forme, il les forme tous. C'est lui qui gère l'administratif. Ouais. C'est lui qui a fait les bylaws de la boîte. En fait, il faut ces gens-là. Bah, ça, bien sûr, c'est comme dans une équipe de foot. Exactement. Voilà, je sais pas. Je crois que c'est la défense. Voilà. Ouais. Si on devait donner des rôles des équipes de foot, je pense qu'en fait, contrairement à ce que les gens imaginent, Louis, en fait, oui, c'est le défenseur. Exactement. Et les défenseurs, forcément, ils sont moins à la lumière. Ils sont moins à la lumière que celui qui marque tous les buts et qui va faire des replays. Il y a très peu de replays d'un arrêt juste avant le. Tu vois. Et c'est pour ça que quand la firme est sous attaque, Jessica a tendance à le convoquer parce qu'elle dit j'ai besoin de la défense. Enfin, besoin de la défense, exactement. Mais quand elle doit closer, elle va préférer Harvey. Ouais. Et je pense que c'est important qu'on dise ça aussi et que les gens qui sont. Parce que dans la série, je trouve qu'ils montrent bien que le problème, c'est que ces gens-là vont chercher la lumière. Exactement. Lui, il souffre souffre de ça. Ouais, nous, on est en train de dire qu'il est très bon dans ce qu'il fait. Gérer les juniors, gérer l'admin. Excellent. Même... Pour le quotidien. Ouais, pour le quotidien. Mais lui, la reconnaissance. Il veut la lumière. Il veut la lumière. Et ça, c'est très dur. Et ça, en tant que leader, je pense que Jessica, c'est un truc qu'elle a fait très mal au début, d'ailleurs, et qu'elle fait mieux à la fin. Ouais. Et c'est là où je dis qu'elle a beaucoup appris. Mais en tant que leader, quand tu es en entreprise... Au début, elle s'en fout de ça. Non, au début, non, parce que c'est ce que les gens oublient, parce qu'il y a beaucoup de flashbacks là-dessus. Mais rappelle-toi que le premier des deux à être devenu junior partner, c'est Louis, c'est pas Harvey. Parce qu'Harvey n'a pas su mettre la boîte en avant. Et c'est Daniel Hardman qui a organisé un combat entre eux sur ça. Et Louis a resté avec la boîte et Jessica a laissé Harvey en disant à Harvey, tu ne seras pas junior partner parce que tu es incapable de laisser la boîte, de laisser ton intérêt pour la boîte, ton code pour la boîte. Donc Jessica a su le mettre en avant à des époques. C'est juste que à un moment, le problème du grinder, et ça c'est je pense un sujet pour beaucoup de gens qui sont dans les métiers très, dans l'ombre, des métiers de la routine,
c'est qu'à un moment, comment tu deviens tu passes le niveau. Tu sais, en fait, je donne un exemple. J'ai beaucoup d'employés, que tu vois, des employés, tu sais, il y a un terme qu'on dit dans la gestion des employés, qui est, tu as les rockstars et les superstars. Tu as des gens qui sont indispensables pour que ton business tourne. Sans eux, tu sais que tu les enlèves, la machine, ça marche plus. Mais c'est très dur souvent, ces gens-là ne veulent pas être managers, par exemple. Tu vois ce que je veux dire? Des experts. Souvent, c'est des gens qui ne veulent même pas... C'est la différence entre les experts et les managers. Exactement. Ouais. Et ça, c'est un sujet. D'ailleurs, c'est un vrai sujet parce que les gens doivent comprendre qu'il y a différentes façons de construire sa carrière. Exactement. Le management n'est pas une façon unique. Tu dois pas... C'est pas parce que quelqu'un gère 10 personnes qu'il a une meilleure carrière que toi. Oui. Puisque toi, pendant ce temps-là, tu peux développer ton expertise. Mais ce que tu disais sur comment est-ce que les gens qui sont... entre guillemets, dans l'ombre, mais excellents dans l'ombre. Sans eux, ça n'avance pas. Comment est-ce qu'ils font pour avoir un peu de lumière? Moi, je me demande, est-ce qu'ils doivent forcément chercher la lumière? Moi, je pense que c'est un vrai sujet. Doivent chercher un environnement, une boîte qui valorise... Qui leur reconnaît ça. Voilà, qui leur reconnaît ça, qui valorise ça. Parce que tu deviens creepy quand tu cherches c'est pas toi, tu vois, c'est comme le défenseur là, dit bon, aujourd'hui là je veux marquer et puis commence à tirer tu vois, c'est bizarre, on dit mais gars, qu'est-ce que t'arrives? Non mais ça arrivera toujours. Moi je vois que ça arrivera. Moi de mon expérience, après tu me diras ce que tu en penses. Moi de mon expérience, ma petite expérience maintenant sur ces profils là, les gens que je vois faire ça, il y a deux chemins où tu acceptes que tu seras un expert, mais un expert n'aura pas la lumière. C'est-à-dire que le chemin qui t'arrivera un jour, c'est que tu quitteras peut-être les groupes, tu seras plus un employé, tu seras un prestataire super bien payé, mais tu seras souvent seul. C'est difficile d'être à la fois celui qui est un expert et celui qui est à l'équipe. C'est très dur. En fait, c'est deux mondes quasiment différents. Et surtout si tu aspires à être encore plus pointu dans ton expertise. Exactement. C'est très dur. Et je pense qu'il faut vraiment avoir ces self-awareness de se dire, tu choisis où tu vas avoir l'expertise et pas la liberté, mais en tout cas l'espace. Et tu ne seras jamais dépendant des autres. Quelque part, en fait, tu seras moins dépendant des autres, clairement, que celui qui est un manager. Mais tu gagneras peut-être autant, tu vas même gagner plus, mais tu n'auras pas cette reconnaissance. Là, tu parles des employés, mais ça me fait penser à l'épisode où on parlait des niveaux d'entreprise et la manière dont l'entrepreneur doit changer selon le niveau de son entreprise. Tu ne pourras pas et à un moment donné, peut-être tu as commencé en étant un très bon expert, et à un moment donné, tu devras abandonner cette casquette et devenir un bon manager. Ou peut-être que tu as commencé en étant un bon manager et pour une raison... Bon, en général, c'est plus l'inverse. Dans l'autre sens. En général, tu commences parce que tu connais le sujet et puis après, tu deviens un manager et tu dois accepter. J'ai discuté avec pas mal de directeurs d'agences de com qui, pour la plupart... Tu as une bonne partie, de base, c'était des directeurs artistiques. Créatifs, ça. Et ils disent que vraiment, la boîte avançait quand ils ont réussi à arrêter d'aller mettre leur grain de sel sur... la prod. Sur la prod, tu vois. Le directeur, si ça a fini, tu vois, la tentation d'aller retoucher le truc. Tu peux faire un truc, Et là, tu changes parce que là, tu deviens un manager et ça change. Mais maintenant, chacun doit faire son choix. Mais c'est vraiment dur, parce que même dans la tribu SOA, il y a des gens qui me disent « Ouais, moi, je veux tripler mon salaire, mais je veux pas gérer des gens. » Je leur dis, bon, c'est possible. mais ça là, tu dois être un vrai expert. Mais du coup, par exemple, un truc que je veux dire, un expert peut encore moins faire du side business, par exemple. Il peut, en fait, le temps qu'il a doit être dédié à approfondissement. Exactement. Améliorer son art. Et la barre est plus élevée. Attention, il faut que les gens se rendent compte. Être un expert aujourd'hui, c'est plus dur qu'avant. Parce que l'information est tellement répandue et il y a beaucoup de monde, et comme en plus maintenant la compétition internationale, les gens appellent les experts d'autres pays. Quand on était dans les années 2000 ou 90 où les gens pouvaient difficilement trouver quelqu'un d'autre qui savait juste installer un logiciel comptable, quelqu'un du quartier, quelqu'un l'a recommandé. Tu peux être l'expert comptable du quartier, tout va venir chez toi parce que quel choix ils ont. Là, maintenant, ils peuvent aller prendre un gars à l'autre bout du monde, à Madagascar, qui va leur facturer probablement moins cher que toi et faire le taf. Donc, l'expertise, et je suis désolé pour les gens qui ont pris ce chemin-là. Comme tu dis, il y a des niveaux. Mais malheureusement, ce chemin-là, tu vas difficilement avoir un certain niveau d'impact. Et arrêtez de vous comparer à ceux du quartier, du pays, ou même de la région, c'est au monde. Ça va être dur, parce que en fait, l'approfondissement de l'impact va être sur des choses qui seront peut-être pas aussi, on va dire, volumineuses en impact. Tu auras moins d'employés, tu auras moins de renommée,
Peut-être pas, hein, mais pour avoir une renommée en tant qu'expert, je pense qu'il faut que les gens acceptent. Par exemple, j'ai un ami qui dit, attends, moi je lui dis, si tu veux pas être un employé, tu dois avoir un PhD. Si tu veux pas être un manager, tu dois avoir un PhD. Tu dois pousser les limites. Tu dois mettre ta pierre et pousser les limites de ce qui est reconnu comme étant les bonnes pratiques. Tu ne peux pas juste dire, je suis bon là-dedans, donc je reste là-dedans. Enfin, en tout cas, si tu as... Après, encore une fois, c'est ce que tu aspires à faire. Comme on dit, c'est un peu comme l'entrepreneuriat. Je pense que ce que Kelly Massol dit sur l'entrepreneuriat et les étages, là, pour moi, la carrière, c'est la même chose. Tu peux pas dire, je veux être payé X fois plus, et en même temps dire, moi, je vais pas investir dans payer telle formation, je veux pas aller à tel colloque, je vais pas poster sur LinkedIn pour que les gens sachent mon expertise. C'est pas cohérent. C'est pas cohérent. En fait, je veux pas dire, je veux être un expert et en même temps dire, je veux pas parler. J'ai beaucoup d'experts d'ailleurs, c'est un truc qui me fait rire sur eux. Ils veulent être experts, mais ils veulent pas faire de pub. Ils veulent pas que ça se sache. Après, tu dis, Tom, t'as dit PhD, souvent ils veulent écrire des articles. Bon, Donna, pour finir. Tago. Bon, franchement, Donna... Franchement, Donna, moi, personnellement, je te dis, ma position, c'est que c'est pas quelqu'un de réel. Je crois pas qu'il y ait des gens comme ça. Oui, tu trouves ça trop fake. En fait, Donna est le personnage qui me dérange le plus à cause de ça, dans cette série. À cause de ça, ouais. Parce que je ne peux pas... Je trouve que c'est le personnage où j'arrive le moins à en tirer des leçons. La preuve, dans mes shorts, elle y est quasiment jamais, par exemple. J'arrive pas à tirer de leçons de Donna. Ah, ouais. Mais c'est pour ça que j'ai dit, enfin, quel que soit ton personnage préféré, moi, mon claim, c'est que c'est le personnage le plus important. Parce que c'est un peu le cheat code des scénaristes. Ouais, dès que ça chauffe, oui. Voilà. Ils te jettent un peu de Donna. T'as mal au ventre, va voir Donna. C'est comme une pharmacie. Donna, c'est la pharmacie. T'as mal à la tête, tu vas voir Donna. Tu sais pas comment faire ça, tu vas voir Donna. T'as besoin d'une petite vitamine, tu vois, elle va te rebooster. Tu vois. Ouais. Non, après, ce que je lui reconnais, ils ont quand même, avec Donna, elle a quand même un atout qui est important dans la série, je pense. Donna est la personne qui, à un moment, révèle que les gens qui donnent des conseils, là, eux-mêmes ont des problèmes. Mais en fait, voilà, moi, c'est ça mon point. Sur Donna, tu l'as bien dit, c'est que elle a quelque chose, Donna, elle a quelque chose que tous ces avocats, multidiplômés, multimillionnaires, tout ce que tu veux, n'ont pas. Ouais. Elle a une intelligence émotionnelle qui est non seulement ils n'ont pas, mais ils n'auront jamais. Mais jamais. Donc ils ont besoin d'elle pour compenser leur intelligence, on va dire pratique, avec cette dose d'intelligence émotionnelle. Et d'ailleurs, le truc qui est super marquant, c'est que Harvey a un micro dans son bureau pour que Donna, son assistante, écoute toutes les conversations. Parce qu'il sait qu'il y a des trucs qu'elle va voir lui, elle n'a même pas remarqué. Exactement, tu vois. Des choses sur l'humain qui va lui permettre, en fait, d'être plus fort. Ouais. C'est pour ça que je parle de cheat code. Et cet aspect d'intelligence émotionnelle dans ce monde, tu vois, de brut, tu vois, même, tu vois, on a dit, Jessica, on a dit cold. Bon, Mike, il a ce truc-là, mais toi, t'as dit, il l'utilise mal, donc ça part partout. Même Louis, tu vois. Et donc, non, lui, c'est catastrophique. Même lui, il essaie d'être cold. Oui, mais... il n'y arrive pas. Et elle a ce truc. Et l'intelligence émotionnelle, donc l'empathie, la conscience de soi, tout ce qu'on évoque là, il y a des gens qui, quand c'est super développé pour eux, du coup, font plus de performance que des personnes qui ont l'intelligence pratique. Bon, c'est le fameux hard skills, soft skills. Et du coup, elle s'est tellement développée, peut-être un peu too much. Bon, après, les autres sont tous très forts aussi en soft skills. Tu vois? Je pense que c'est parce qu'aussi, les autres sont déjà tellement forts, ils étaient obligés de faire quelqu'un qui soit au-dessus. Exactement. Et d'ailleurs, je crois qu'à un moment dans la série, elle devient CEO ou COO. CEO à la fin. Mais d'ailleurs, elle galère et elle se rend compte que ça suffit elle galère. pas. Et là, elle se rend compte que ça suffit pas. Donc ça aussi, c'est intéressant parce qu'ils auraient pu la montrer comme super performante, etc. sur ces sujets-là. Mais tu te rends compte que voilà, le droit, c'est pas son truc. Mais par contre, elle sait quand c'est le bon moment pour parler à une personne. Exactement. Ouais, c'est comme tu dis, et c'est marrant parce que Donna, tu sais, c'est la meuf qui à la base est une actrice ratée. En fait, Donna fait... Moi, je trouve Donna, ce qui jusqu'à de bien dans le personnage de Donna, c'est que ça rappelle que dans les boîtes, il faut des personnes qui soient les je sais pas comment on appelle ça, mais en la voiture, on dit les courroies.
C'est dans un moteur, il faut les gens le qui courroie. fédèrent, tu veux. Ouais, qui créent le lien. Et c'est un peu comme le... Voilà, oui, c'est ça. Qui crée le lien. Bon, je sais pas, c'est le milieu de terrain chez vous au foot, ça. Oui. Je sais pas. Non, j'essaie de... Tu peux dire en basket, si tu veux. Franchement, en basket, c'est le meneur. Mais en fait, le problème, c'est qu'en basket, le leader est souvent un peu... C'est intéressant parce qu'au basket, le meneur, justement, n'est pas toujours le leader. Le scoreur n'est pas toujours le leader. Mais le distributeur, c'est le meneur. C'est vrai. Il y a très peu... D'ailleurs, c'est très rare les meneurs qui sont des très gros scoreurs. Mais bon, ça, c'est un autre débat. Mais d'ailleurs, chez les Anglais, ils ont une typologie de milieu de terrain. Ils les appellent les box-to-box. C'est ceux qui ont le cardio pour aller de défense à attaque pendant tout le match. Les Claude Makelele, les Matuidi, etc. Comment il s'appelle là Golo Kanté, il est comme ça aussi. Voilà, exactement. Oh, il est incroyable ce gars. Non, mais... Box-to-box. Voilà. Les gars marathoniens. Et là, mais eux, je pense que dans ces boîtes. Et ils aident tout le monde. Ouais, mais ces gens-là, en plus, ils élèvent tout le monde. Comme tu as dit avec Donna un peu, ils élèvent tout le monde. Mais le problème, c'est que tu vois, ces gens-là aussi ont besoin de lumière. Donna, beaucoup de ses conneries, c'est parce qu'elle a peur de elle pas être aussi bien qu'eux, ou elle a peur qu'ils ne lui pardonnent pas ses erreurs. Ouais, mais ça vient tard, sa soif de reconnaissance par rapport aux autres, je trouve. Ben, non, parce que tu l'as... Par rapport aux autres... Dès la saison 4, tu l'as quand elle se retrouve à mentir pour aller chez Liberty Rail et à prétendre qu'elle est une agent fédérale et que Harvey se retrouve à devoir la défendre, qu'elle risque d'aller en prison parce qu'elle a voulu... Oui, mais pourquoi elle avait menti? Pour essayer de sauver Mike. Parce que Mike... Voilà. Ouais, voilà. Mais c'est le code de Harvey qu'elle a suivi. Ouais, mais ça marche pas quand t'es pas là. Harvey, ce que je veux dire, c'est qu'elle Non, connaît pas. Oui, mais tu vois, c'est la loyauté poussée à l'extrême. Mais... D'ailleurs, peut-être qu'il faudrait faire un épisode sur la loyauté parce qu'en vrai... suite, c'est que ça. C'est loyauté et... Pour le coup, c'est poussé à l'extrême. Ouais, loyauté et faveur et pouvoir. C'est ça. Vraiment les loyautés. Mais après, c'est... Parce que comme tu as dit, dans ce monde-là, c'est tout ce qui leur reste. Au final, leurs compétences en tant qu'avocats, ils peuvent être cabinet d'avocats partout. Ils sont tous avocats. Ils pourraient ouvrir leur propre cabinet demain. Dans ce monde-là, qu'est-ce qui fait que quelqu'un reste chez toi? C'est la loyauté. Enfin, à la fin de l'histoire, et quand en plus c'est un monde hyper réglementé, il y a beaucoup d'occasions de franchir les lignes. Donc c'est vrai que les avocats peuvent dire que Suits est too much et que c'est pas vrai, mais je trouve que c'était le meilleur cadre pour explorer ce que tu disais sur la loyauté, sur les différents rôles dans un business, les différentes personnalités qu'il faut qu'il y ait, parce que dans d'autres sociétés, je pense que ça n'aurait pas pris autant. Tu vois, même dans les hedge funds, dans Billions, tu le sens moins, ce côté loyauté, parce que les gens ne vont pas tous se barrer. Sans les infos d'Axel Rod, les gens ne peuvent pas à un moment faire les deals que lui fait. Mais dans le Suits, tu sens qu'ils peuvent tous à un moment se barrer. Pour la comparaison avec Billions, ouais. Dans Billions, par exemple, je ne vois pas les gens autour d'Axel Rod devenir meilleurs. C'est vrai. Tu vois. Très clairement. C'est juste... mais parce que je vois pour le coup, c'est juste des gens qui veulent être comme lui. Voilà. Et qui sont des... C'est petit, quoi. Ouais. Mais c'est parce qu'en fait, à un moment, il n'y a pas de ligue comme lui. Enfin, ça n'existe pas, les gens comme Axel Rod. En vrai, même dans les autres milliardaires, à la fin de Billions, il y a d'autres milliardaires comme lui qui viennent lui mettre la misère. Mais ce que je veux dire, c'est qu'effectivement, ce qui est bien dans Suits, c'est que j'ai trouvé que c'était bien de mettre en avant, comme je dis, les métiers libéraux, où en fait, les gens sont ensemble parce qu'ils le choisissent, parce qu'en vrai, chacun peut monter sa boîte. Limite, c'est chacun est attendu d'aller demain être entrepreneur. Pourquoi ils se mettent ensemble? Et je trouve qu'en Afrique, ça manque un peu ce côté, les gens peuvent tous être indépendants, mais pourquoi ils devraient choisir de bosser ensemble, faire un truc plus gros ensemble? Ouais, mais ça revient aussi à un sujet. Moi, je me pose la question, c'est quand je vois Harvey, je me demande c'est quoi son why en fait? C'est quoi son... Il le dit. Il dit il fait du droit parce que c'est la façon qu'il a trouvé pour imposer sa volonté aux gens. Harvey le dit, mais plusieurs fois, en fait, on lui pose la question pourquoi? Parce que Mike vient pour sauver les gens. Ça, c'est clair. Oui, mais d'accord, mais est-ce que ça peut être ton pourquoi? Moi, mon pourquoi, c'est imposer ma volonté aux gens. Mais c'est vraiment ça. Mais après, c'est son rôle, encore une fois. C'est un peu triste. Mais c'est pas son identité. Encore une fois, Harvey n'a pas... Mais c'est ça que je veux dire, c'est que tu gagnes million après million, procès après procès, mais on ne sait pas où est-ce qu'il va avec tout ça. Harvey, lui, en fait, tu sais, ce qui est intéressant, c'est que si tu regardes bien son histoire, c'est un gars qui, à la base, allait être un joueur de baseball super fort. Et qui s'est blessé, n'a pas pu être un bon joueur de baseball, et qui veut être parmi les meilleurs. Et la raison pour laquelle il veut être parmi l'un des meilleurs, tu le vois en fait dans tout le truc, c'est qu'en fait, il considère qu'il ne peut compter sur personne. Fondamentalement, son problème à lui, c'est ça en fait. C'est qu'il pense que personne ne peut l'aider. Il dit, je suis meilleur quand je sais là. Et c'est pour ça que d'ailleurs tout le monde... Et ça, tu vois, il change beaucoup là-dessus. Il évolue à la fin, ouais, exactement. Mais c'est à la fin qu'il se rend compte. Et il se rend compte. Au début, il dit life is this. And I want this. Exactly. et franchement, pour le coup, moi, je peux le comprendre. Pour ça, c'est un truc que moi, je travaille dessus. C'est que j'ai tendance des fois à, faites la vie, comme je dis toujours, la vie médiocre. Et les gens doivent se rendre compte. Quand je dis la vie médiocre, comme je dis les gens médiocres, c'est peut-être mieux, hein. Parce que la vie comme ça, là,
Harvey a failli aller en prison plusieurs fois. Hein. Et c'est pareil pour tous ceux qui veulent plus, là, ils prennent un risque. Et un risque, ça a des conséquences. Et Harvey, son why, c'est ça. C'est life is like this, I want this. Et en plus de ça, il veut, dans le this, faire passer sa volonté aux gens. Il veut imposer. Il a dit clairement, c'est pas genre, je veux prouver que je suis meilleur, je veux prouver que je suis intelligent, je veux prouver que j'ai compris la loi. Louis veut dire, je suis celui qui maîtrise le plus la loi. En fait, c'est plus un sportif de haut niveau, quoi. Exactement, mais c'est pour ça. Un sportif qui veut gagner. Et gagner. Et c'est pour ça que dans son bureau, t'as que des trucs de sportifs, là. T'as des trucs de basket. Parce que en vrai, lui veut gagner et prouver qu'il est le meilleur. Alors que si tu regardes même Jessica, qui est parmi les meilleurs, elle, c'est pas ça son sujet. Elle, c'est pas ça. Elle, son sujet, c'est elle veut que sa boîte, elle veut que son entité dure et grossisse. Elle n'est pas dans le... Elle est dans, je veux prouver que je maîtrise mieux les pions que tout le monde. Et les gens. Non, elle a un objectif. Voilà. Elle est là. Alors que Harvey, c'est vraiment, oui, gagner. C'est pour ça que des fois, ça ne va pas ensemble. Donc, c'est intéressant de se rendre compte le que... spin-off de Jessica, vu que tu es fan de Jessica. On parle pas de ça. J'ai regardé un épisode. Non, Par respect, j'ai regardé un deuxième. Non, mais moi, j'ai tout regardé, mais en fait, ça n'allait pas. Non, mais ça n'allait pas, en fait. Mais c'est ma go, je peux pas... En plus, il faut que vous sachiez, Gina Torres, il faut qu'on parle de cette dame, cette femme. Il faut qu'on parle d'elle. Il faut que vous sachiez que moi, j'ai toujours été un fan de Gina Torres depuis, tu sais quand, elle est dans Matrix. Le premier Matrix, elle est dedans. Mais c'est pour ça qu'elle est mariée au gars, là. Avec qui? Laurence Fishburne? Ouais. Oui. C'est comme ça qu'ils se sont connus? Oui. Je savais que c'est son mari, mais je savais oui, pas c'est dans Matrix. J'ai toujours été fan de cette femme. Incroyable, cette dame. Et elle est dans plein de séries. Moi, je suis un grand fan de séries? Oui, elle est en Dexter. Ah bah, je pas regardé. Bon, toi aussi, tu n'es pas un grand consommateur, c'est ta réalité. Mais Gina Torres, c'est un monument du... Des séries. Mais c'est comme le gars qui joue Hardman. Bon, ça... Oui, non, lui, je le vois partout. C'est là où moi, j'ai pas le niveau. Ma mère te dirait leur vrai nom. Je connais le vrai nom de Gina Torres. Ah Ma ouais? mère, elle connaît le vrai nom de tous les acteurs. En fait, en plus, des fois, c'est juste parce que des fois, elle te donne le vrai nom des gens. Tu dis, hein, qui? Elle dit, ah, mais celui qui joue tel personnage dans telle série. Je fais, ah oui, d'accord. Elle connaît les vrais noms de tous les acteurs. Gabriel. Harvey, c'est Gabriel Macht. Gabriel Macht, exactement. Ouais, c'est ça. Mais tu vois, ma mère, elle va te dire les vrais noms de tous les acteurs parce qu'elle les voit dans toutes les séries. Quand tu regardes cette série, tu les vois en fait. Donc tu les vois au générique, tu sais que c'est. Oui, lui, mais tu les reconnais. C'est là où je sais que moi, je suis pas. Tu vois, moi, je suis un petit joueur. Ma mère, c'est vraiment. C'est ma gote. Elle te dit non, cette personne, elle joue dans telle série, dans telle saison, à telle saison. Non, elle sait. Ah, ça. Donc, tu sais, Gina Torres, malheureusement, effectivement. En plus, c'est quelqu'un qui est. Dans son histoire, faut savoir, elle a toujours voulu être premier rôle. Ah, mais le premier rôle là, ça n'allait pas. Ça n'allait pas. Après, c'est les scénaristes, peut-être. Non, ils ont merdé. Franchement, je pense que c'est les scénaristes. Et je pense que la clé, c'est que ils n'ont pas su reprendre ce qui faisait la qualité de Suits. C'est qu'il n'y a pas de personnage secondaire vraiment dans Pearson. Ah, peut-être moins de budget. Mais aussi, tu sais, il y a un truc, peut-être unpopular opinion. Moi, j'aime beaucoup cette série, mais j'ai trouvé que beaucoup d'entre eux jouent pas si bien que ça. Non, ils sont nuls. C'est pas des bons acteurs. Alors, et c'est d'ailleurs pour ça, ChatGPT a dit que ce ne sera jamais classé comme une série classique parce que en termes de réalisation, quelqu'un qui a 3 semaines ne voyait pas l'utilité de ChatGPT. Maintenant, chaque 5 minutes. Merci Andy. Les gens reconnaissent la flexibilité, c'est important. Et vraiment, mais c'est intéressant parce que. Mais c'est vrai. On aurait dû faire un épisode à l'époque. Juste, mais on en a fait. À l'époque, j'aurais fait un épisode, j'aurais dit on va faire un épisode sur l'IA, calmez-vous. Non, mais il fallait faire quand tu clashais ChatGPT. Je voyais pas trop, mais bon, j'ai vu. Maintenant, je dis, je chante, venez, c'est cool. Incroyable. Ouais, tu dirais qu'on regarde pas une série pour la qualité du jeu. Je ne regarde pas. Il y a des gens qui regardent. J'ai des amis, des vrais cinéphiles. Eux, tu ne peux pas les faire regarder Suits. Ils vont te dire, non, mais là, c'est mal monté. Là, il y a un raccord qui passe pas. Enfin, ils vont te dire, oui, là, regarde, il y a un moment, il avait ça là, mais en fait, c'est passé là. Enfin, tu sais, il y a des gens, c'est leur... Vraiment, ils aiment ça. Ouais, moi, je respecte, tu vois. Moi, comme j'ai dit, moi, je suis un gars, je consomme les séries en grande quantité. Je suis pas un expert. Mais c'est vrai que, malheureusement, c'est pas un truc où tu peux dire en qualité cinéphile, même les acteurs. Ouais, après, ça m'a pas trop dérangé, mais c'était juste, voilà, précision. Pour le dire. Mais après, tu dirais, alors que toi, quelle série tu dirais, par contre, t'as marqué par justement la qualité des jeux d'acteurs? Pour les gens qui nous regardent. Non, mais il y en a plusieurs. Quand tu regardes Kevin Spacey dans... House of Cards? C'est... Tu vois. Non, mais après ça, c'est des acteurs... Lui, t'es déjà incroyable avant même qu'on le mette là-dedans. Depuis Usual Suspect, il est déjà incroyable. Tu les découvres. Souvent, c'est des acteurs dont la série n'est pas leur plus grand rôle. Justement. Exactement. Ils ont déjà fait des trucs de dingue avant. Tu dirais House of Cards. Il y a un truc là. Netflix, ils mettent du temps chaque fois à sortir les saisons. Diplomate.
Non, Le ok, je Diplomate, connais t'as pas vu? Non. Non. Mais après, c'est tourné, c'est vraiment comme un film, quoi. C'est comme un film. Tu sens la qualité, quoi. Ouais, tu sens que c'est produit par des gars qui font des films. Mais les Prison Break et compagnie, bon. Non, c'est du fast-food, c'est clair. Non, il n'y a pas de sujet, mais... tout ça pour dire, d'ailleurs... Même Reddington, bon. Non, c'est du fast-food. Tu sais, il y a des séries, il faut accepter, c'est du fast-food. Déjà, je ne consomme pas. C'est pour ça que je dis toujours à mon pote Abdoul, là, qui me recommande les séries, je dis tout le temps, attends que ça passe 3 saisons. Moi, en dessous de 3 saisons, moi, j'aime pas investir du temps. Ah ouais. Non, parce qu'il y a eu des choses qui m'ont blessé. Il y a des séries, je ne citerai qu'une série que les vrais reconnaîtront, qui, quand elle s'est arrêtée, mon cœur a été brisé. Kevin Hill. Tu ne sais pas c'est quoi, Kay. C'était notre série noire avec le gars, avec Taye Diggs, qui joue un avocat qui, en fait, sa sœur meurt et doit récupérer son enfant. Donc un avocat qui est un Mais ils ont playboy. coupé la série pour pas assez de vieux. Pas assez de view, frère. J'ai cru que j'allais mourir. Et En fait, Top Boy. c'est quoi Top Boy? Tu connais pas Top Boy? Non, my bad. De quoi on parle là? Je suis perdu. C'est quoi? C'est une série? Des Black British. Je connais pas. Que Drake même a produit la suite. Ah oui, et tout ça. j'ai entendu parler. Oui, c'est un classique aussi des grandes séries. Ouais. Je connais pas, je peux regarder. Bah après, bon, c'est gangster, etc. C'est gangsta, je suis entre gangsta. Bon, Donc, bon, non, bon, bon, en tout bon. cas, voilà, on On a vous a fait donné le quand même tour. pas mal de recos. Je pense que vous avez eu pour votre argent, au-delà de notre tenue, même si j'ai pas pu aller chez le coiffeur, au moins on a fait l'effort pour vous mettre bien. Et écoutez, ce serait intéressant pour moi, du coup, quel mot on choisit, Kay, pour montrer qu'ils sont allés jusque-là, parce que là, quand même, quel est le mot que tu choisirais pour retenir? Pour Sud, c'est soit faveur, soit loyauté. Quand je pense à Sud, je Mais pense à loyauté, les gens qui. Moi, je veux dire, ce serait trop facile parce que les gens qui vont regarder Suits vont dire, ouais, ils savent que c'était ça le mot. Moi, je dirais. De ce qu'on nous a dit, franchement, tu as ramené un truc que j'avais pas vu, c'est le truc identité et rôle. Dont on parle souvent en plus, qui pourrait être un pilier du podcast d'ailleurs. On n'en a jamais parlé. C'est plus dans self-awareness, je pense. Mais identité et rôle, là, tu l'as quand même. Je l'avais jamais vu sous ça. cette Tu forme de vois, la Suits. sans vouloir relancer la machine, par exemple, Luis, tu vois, lui Lui, a son son identité identité dans le rôle et le rôle dans l'identité. C'est lui, Tu vois. il est Pearson Spector. Même ses caleçons. Et sont dans la vie Spector. privée, il va avoir des caleçons Harvard. Voilà. Tu vois, donc tout est mélangé. Tout est mélangé. Mais alors, d'ailleurs, un truc qui est important dans Suits, c'est ce que j'ai remarqué, et c'est un truc dont on parlera, je pense, souvent, mais Suits aussi montre le danger d'être trop attaché à son étiquette. Tu sais, on en a déjà parlé, le fait que certaines personnes, leur identité est entièrement définie par les traits qu'ils Mais ont. ça, justement, beaucoup les gens qui viennent souvent d'écoles réputées ont ça. Traits. Mais d'ailleurs, l'école cultive ça. Cultive tu es un gars d'Harvard. Parce que ça peut servir, par ailleurs. Par ailleurs. Mais le danger de ça, c'est que du coup, tu perds toute rationalité quand on attaque ça. C'est quand même, bon, je sais pas si toi on attaque le PSG, tu auras du mal à être rationnel. Tu vois, ça mais Champion d'Europe. Champion d'Europe. Champion d'Europe. Attaquer quoi? Attaquer comment? À l'heure là, on peut pas toucher. Pendant un an. Tu Tu peux dire ce que tu veux. y a pas de problème. Haters Parce que- gonna hate. 5-0. 5-0. La légende, jamais fait. Vous aussi, à jamais premier, c'est ça, non? Dolce Camara. Ah, mais tu vois, mais c'est intéressant parce que du coup, moi, c'est un truc que j'ai toujours essayé de faire. J'ai de la chance, mais je tiens au minimum les étiquettes que j'ai. J'essaie de les limiter, de ne pas avoir d'étiquette qui m'attache. Mais tu veux dire que tu la cultives, c'est-à-dire que tu essayes de... Non, de la challenger. travailler. Ah, tu challenges. Mon identité. J'essaye de faire en sorte que ça. Par Mais exemple, tu te bases sur quoi pour dire que tu as telle étiquette? Sur ce que les gens te disent? Ou Non. ce que tu crois être? en général, c'est simple. C'est des choses sur lesquelles tu deviens disproportionnellement émotionnel. Par exemple, moi, Ah, ok. une de mes grosses étiquettes, c'est otaku. Quand tu commences à parler de jeux vidéo ou de manga, je peux être vite irrationnel. Et pourquoi tu vas challenger ça? Ça m'intéresse. Parce qu'en fait, je me rends compte, et ça c'est un truc que j'ai vu dans beaucoup de séries, tu te rends compte un qu'en point fait, faible. c'est un point faible. En fait, c'est quelque chose où c'est un peu ton comment on appelle ça, blind side. En fait, si tu ne fais pas attention à ça, tu vas prendre des décisions importantes sur cette base-là qui vont te péter à la gueule après, et tu vas pas comprendre en fait, d'où ça sort. Ouais, mais quand ce point-là est une source, par exemple, D'énergie, de plaisir, fierté. satisfaction, d'épanouissement. Mais le mieux, c'est de la challenger. Par exemple, moi, je sais qu'un truc qui m'a beaucoup aidé, c'est quand j'ai commencé à essayer d'aller dans les communautés vraiment otaku. En fait, quand tu vas vraiment à fond dans l'étiquette, tu te rends compte qu'en fait, tu n'es pas tant que ça, l'étiquette. Parce que, tu vois, quand tu rentres dans les groupes, par exemple, de gens de fans de séries ou de mangas, ça va trop loin. Ils regardent des trucs, c'est éclaté au sol. J'aime les mangas, mais pas à ce point. Ou des fois, les gars vont s'énerver sur un scan de One Piece. J'aurais dit, mais frère, on a une vie, en fait. Tu vois, C'est comme les gens, vous là, qui prenaient des abonnements UGC cinéma. Voilà. Et puis vous allez voir tous les films pour rentabiliser. Mais c'est leur identité aussi. En fait, à un moment, c'est ça. Mais après, quand tu vas vraiment loin, le truc, c'est pas. Je sais encore, c'est pas aller loin. Les vraiment loin, c'est quand ces gens commencent à aller dans les cercles cinéphiles. Tu te connais ça? Les Non, cercles ça, c'est cinéphiles, pas- mon ami, là, tu vois les vrais. Parce que eux, c'est des gens, ils vont s'asseoir pour débattre.
des films. C'est là où tu vas voir si jamais tu es vraiment un cinéphile. Moi, j'ai goûté une fois à ça, j'ai fait, ouais, je ne suis pas un cinéphile. Après, n'empêchons pas les gens d'avoir leur passion. Non, mais non, au contraire. Il ne faut pas que ça devienne une faiblesse. Quoi. Voilà, moi, ce que je dis au contraire, c'est d'aller jusqu'à la profondeur. Et c'est là où tu te rends compte qu'il y a du delta. C'est pareil, tu peux dire, oui, je suis féministe. Va dans les vrais groupes féministes jusqu'à un niveau, tu vas dire, bon. Bon, j'avoue, moi, par exemple, j'ai boycotté 2 ans le PSG. Ah, tu as vu tes limites. J'ai dit, bon, les Goumains là-bas, c'est bon. C'est bon pour aujourd'hui. C'est bon si pour ça un arrive moment. En demi-finale, je suis. Sinon, je les laisse. Mais c'est intéressant parce que je pense que c'est important que les gens challengent ça parce que pour le coup, je sais que Harvey. Non, mais parfois, oui, c'est disproportionné. Mais tu vois, Harvey, c'est important. D'ailleurs, tu vois, son seul moment où il pète des câbles, c'est quand son identité est attaquée. Quand on lui met en tête qu'en fait, il n'a pas de parole. Notamment quand, pour la première fois, ça va très loin, jusqu'à la saison 5, quand on va lui faire remarquer qu'il est comme sa mère. Et c'est là où il se rend compte qu'en fait, lui aussi, il ment. Lui aussi, c'est quelqu'un qui trompe. Alors que dans sa vision, il est le gars qui a un code où il ne ment pas, où il est loyal. Quand on lui dit tu es déloyal à quelqu'un, il pète un câble. Mais d'ailleurs, sa valeur loyauté est aussi importante pour lui à cause de l'histoire de ses parents. Exactement. Et c'est là où tu te rends compte, bon, ça paraît évident quand tu regardes Suits, mais la santé mentale est quand même une des choses dans Suits qui ressort le plus, je pense, par rapport à beaucoup de séries. Et d'ailleurs, Louis Litt, il y a énormément d'épisodes où on le voit avec son psy. Ouais, il parle à son psy, Dr Lipstick. Ouais, Dr Lipstick, quand il meurt et tout. Non, c'est fantastique, ça devient franchement. son pote. Mais... Non, c'est fantastique, franchement. Et, non, mais vraiment, j'ai trouvé que c'était un truc qui était important et qui... Moi, souvent, les gens qui regardent Suits, ça me fait rire parce que je leur demande, mais qu'est-ce que toi, t'as appris? Qu'est-ce que toi, t'as fait de différent pour regarder Suits? Moi, il faut que je choisisse. J'ai décidé de choisir 1 ou 2 épisodes que je vais obligatoirement donner à tous mes employés. Ah, sérieux? Ouais, parce que je trouve qu'en termes de référence, ça crée aussi un cadre de référence assez commun. Tu vois, c'est vrai. C'est pour expliquer certaines choses. C'est vrai. Ouais, c'est fantastique, ça, j'avoue. Ouais. Ça... Mais écoute, je t'envoie ma sélection. Tu peux regarder dedans. C'est des choses trop large. Qui te plaît. Et ceux qui veulent la sélection de votre humble serviteur, vous savez comment faire. La Tribe et Soir. La Tribe, toujours là. Abonnez-vous. Nouveau prix. Changement de tarif. De mieux en mieux. Et la fin d'année sur la Tribe s'annonce incroyable. Donc, oui. On ne peut pas vous spoiler, mais... Venez avant l'été. Hein, dépêchez-vous, ça va être incroyable. Va chauffer. Abonnez-vous aussi, c'est gratuit. J'avoue. Voilà. On va quand même nous donner un peu de temps et de 80% passion. d'entre vous regardent sans s'abonner. Bande d'ingrats. Merci. Voilà. Abonnez-vous. Allez, ciao. Ciao.